Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Dans cet épisode, j'accueille Roman Payet qui vient de se lancer en tant que consultant. Donc c'est un tout nouveau consultant qui démarre et son tarif, c'est 15 000 € par mois. Il a actuellement déjà 2 clients et quand il m'a dit qu'il se lançait directement avec ce tarif, j'ai tout de suite été curieux de l'inviter dans l'émission pour lui demander quelles compétences il faut avoir pour pouvoir facturer 15 000 € par mois par client et comment est-ce qu'on acquiert ces compétences. Et il s'avère que Roman a commencé de manière assez simple puisqu'il a commencé avec un blog sur la gymnastique. Plus tard, il s'est lancé dans le dropshipping et il est aujourd'hui devenu consultant. Et ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est comment passer en seulement quelques années d'un blog qui, selon Roman lui-même, était plein d'erreurs à un consultant très bien payé. On parlera des étapes qui lui ont permis d'identifier et de développer ce que j'appelle moi les compétences profondes qui vous permettent de rebondir sur les différentes étapes de votre carrière, puisque Roman a été infopreneur, il a été dropshipper et maintenant il est devenu consultant. Comment est-ce que ces compétences peuvent vous accompagner à toutes les étapes de votre carrière, même quand vous changez complètement de business model? On parlera de la raison simple qui explique pourquoi les clients de Roman le payent aussi cher et du fait que la manière dont vous allez choisir vos prix en tant que consultant n'est pas si évidente que ça. Évidemment, si on calculait son tarif horaire, ça semblerait très élevé, mais bien sûr, ce qu'il vend, c'est pas son temps. Ce qu'il vend, c'est un certain résultat pour son client. Et que plus vous allez pouvoir accomplir ce résultat de manière quantifiable, plus vous allez pouvoir être payé cher. On parlera d'autres sujets, entre parenthèses, comme ça, puisqu'on a vraiment une conversation assez diverse avec Roman. On parlera notamment de Malte et de pourquoi autant d'entrepreneurs français sont à Malte et de ce que c'est que vivre à Malte, l'expérience au quotidien, puisque moi, j'y suis jamais allé, même si je sais que c'est un grand centre dans le milieu du web marketing. Il y a beaucoup de gens qui se placent là-bas. On parlera de comment trouver un équilibre entre notre ambition et le reste de notre vie. Et là-dessus, je partagerai pas mal avec Roman mes réflexions actuelles sur le sujet, sur l'équilibre, sur la productivité, sur le fait de prendre des pauses, etc. Ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant, notamment par rapport à ma vidéo récente sur la dépression entrepreneuriale et sur le fait de trouver cet équilibre et de trouver un sens dans les choses, puisque vous verrez que pas mal des motivations qui ont poussé Roman à changer du blog vers le dropshipping, du dropshipping vers le consulting, ont un lien avec cette relation, avec le travail, avec le burn-out, avec le sens que vous voulez donner à votre carrière et à vos journées. Sur ce, juste avant d'entrer dans ma conversation avec Roman, je voulais vous mentionner une ressource qui vient de sortir. C'est mon guide du super freelance. C'est une formation gratuite en vidéo que vous allez recevoir dans votre boîte mail en vous rendant à l'adresse marketingmania.fr/freelance et on y développe de manière détaillée tous les concepts que vous allez voir dans l'exemple de Roman. C'est-à-dire comment trouver les opportunités d'apporter un maximum de valeur à votre client, comment prouver que vous avez cette valeur, comment construire le réseau, comment construire les compétences et tous les éléments qui vont vous permettre de devenir un freelance à haute valeur ajoutée, quelqu'un qui peut avoir une stabilité, quelqu'un qui peut avoir une liberté dans son travail et quelqu'un qui peut bien gagner sa vie, comme le montre l'exemple de Roman. Sur ce, je vous redonne une dernière fois le lien qui est marketingmania.fr/freelance pour avoir la formation en vidéo qui est totalement gratuite et je vous laisse écouter ma conversation avec Roman Payet. Salut Roman et bienvenue sur le podcast. Salut Stan. Donc Roman, tu as une carrière en 3 étapes. Je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter aujourd'hui, que je vais rapidement résumer. Première étape, tu as fait de la vente de formation en ligne, quelque chose de plus classique qui sera familier aux gens. Tu peux nous dire rapidement quelle était la thématique que tu avais, juste pour passer d'une étape à l'autre, pour donner aux gens une vision globale de ton contexte, la thématique de tes formations? Alors la toute première thématique que j'ai lancée, ça s'appelait Salto Arrière et c'était un blog où j'avais lancé un petit peu par passion parce que j'avais découvert, tu vois, juste après le lycée, j'avais découvert la gymnastique et c'était le premier sport, tu vois, que je faisais et je me disais putain mais en fait je m'amuse. Avant pour moi le sport c'était, je reviendrai peut-être un petit peu dessus, mais c'était vraiment une obligation et le jour où j'ai découvert la gym, je me suis dit c'est génial et à ce moment-là j'ai cherché justement des solutions pour gagner un peu d'argent, prendre mon indépendance et du coup j'ai lancé ce blog où le but, c'était un petit peu d'expliquer aux gens comment faire des acrobaties, comment bouger un petit peu avec son corps. Après ça, tu as fait du e-commerce, du dropshipping, si je ne me trompe pas? Ouais, août 2016, donc il y a eu quand même bien 4-5 ans à faire pas mal de blogs. Donc il y a eu Salto Arrière et puis il y en a eu un deuxième qui était un peu l'évolution, qui s'appelait Roman Mouvement.
Donc ça a duré jusqu'en 2016 et août 2016 du coup j'ai lancé un site en dropshipping. Et le dropshipping, c'était sur une thématique qui était liée à ton blog précédent ou est-ce que c'était Absol- un tournant complet? absolument pas. Je pense que j'en étais justement en j'en étais un petit peu, tu vois, ça m'avait un petit peu saoulé et j'avais envie de quelque chose de complètement différent. Et je pense qu'on reviendra dessus, mais j'ai fait des erreurs sur mes blogs d'infoprenariat et qui m'ont un peu poussé à me dire, OK, il faut que tu changes complètement d'approche. Et donc, non, j'ai lancé un truc qui avait rien à voir sur le dropshipping. Ok, on reviendra dessus. Et juste pour Ouais, terminer, troisième étape, le truc le plus récent, et c'est le truc sur lequel je connais moins de choses parce que on s'était rencontrés la première fois à un dîner organisé par, je pense, un ami commun à Paris. À ouais, l'époque, tu bossais et tu étais quand même dans les premiers temps, il me semble, de mémoire, de ton site Salto Arrière. Et ensuite, du coup, dropshipping, on s'est vu à ce moment-là au Vietnam, tu étais passé. Et donc maintenant, la nouvelle étape, c'est le consulting. ouais. Du coup, j'ai fait de nouveau un switch. Et du coup, c'est assez intéressant parce que même si j'ai switché 3 fois, ce qui est un petit peu, voilà, ce qui est pas forcément facile et des fois on a l'impression un peu de redémarrer, bah, en fait, je suis arrivé à continuellement augmenter, tu vois, mon salaire. Euh, Parce que je pense qu'au final, et ça c'est un truc, je pense, un message important à comprendre, c'est que quand tu développes des compétences et que tu te mets à fond dans un domaine et que parce que j'ai changé 3 fois, tu vois, mais j'étais à chaque fois 3 fois à fond sur les domaines. Euh, je vois beaucoup de gens, tu vois, ils essayent de faire plusieurs choses à la fois. Moi, je faisais qu'une seule chose à la fois, mais une fois que ça m'a saoulé, j'arrête et je passe complètement mon focus sur autre chose. Euh, et du coup, je pense que j'ai quand même développé des compétences à chaque fois, sur chaque expérience. Et du coup, ça m'a permis à chaque fois de monter mon salaire, même si je repartais sur un domaine complètement différent, quoi. C'est quoi les compétences clés que tu as mises en place? Alors, elles sont pas toujours faciles à visualiser, mais je pense que c'est beaucoup, tu sais, c'est des concepts de marketing, de vente. Par exemple, sur mon nouveau système de consulting, j'aide justement toutes les personnes qui vendent des formations. Donc vraiment, je me suis niché, pareil, tu vois, j'ai compris un petit, enfin, tu vois, le fait de bosser, j'ai compris comment ça fonctionnait une niche, comment, voilà, quels sont, vraiment comprendre le problème des gens. Et du coup, je pense que j'ai beaucoup développé tout ce qui était marketing, communication, et puis même les outils, hein, tu vois, savoir faire des tunnels de vente sur ClickFunnels, savoir utiliser la publicité Facebook. Euh, et au bout d'un moment, je pense que tu as un espèce de truc naturel, tu sais, je pense que ça te le fait peut-être toi aussi, où quand tu regardes un texte de vente, une accroche, quelque chose, tu vois automatiquement ce qui va pas. Et, Ouais. et ça, c'est pour des gens, c'est de la magie, tu vois. Eux, ils se rendent pas compte qu'est-ce qui va pas. Et toi, tu te rends compte, et c'est juste parce que ça fait 6 ans que tu es dans le domaine et que tu en manges un peu tous les jours. Donc c'est cool. Qu'est-ce que tu as fait de tes anciens sites à chaque fois que tu as fait le switch? Moi, notamment, euh, j'ai eu un grand switch quand je suis passé de Séduction Academy vers Marketing Mania. Et pendant un moment, le site de Séduction s'est maintenu à son niveau de revenu. Et au final, évidemment, il a décliné. Euh, et du coup, je me suis toujours un peu demandé, mais qu'est-ce que j'aurais pu en faire, quoi? Parce que moi, je me suis aperçu que le truc était vraiment sur le déclin. J'étais trop sorti dedans pour vraiment pouvoir m'y remettre et comprendre quoi en faire. Les gens me disent toujours, ouais, tu pourrais former quelqu'un, etc. Aujourd'hui, j'ai aucun intérêt de Ouais. retourner là-dedans et de former quelqu'un pour prendre la main, tu vois. Enfin, genre, ce serait pas une bonne utilisation de mon temps ni de mon intérêt et j'ai plus la tête à ça. Qu'est-ce que tu as fait du coup, toi, de tes sites? Est-ce que tu as trouvé une meilleure manière que moi pour gérer la transition? Non, 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 pas du tout. Je t'avoue, je l'ai joué comme toi, c'est-à-dire total abandon. Tu sais, en plus, au VH, du coup, ils t'envoient des petits mails en te disant pensez bien à renouveler votre site et tu sais que tu les gardes parce Ouais. que tu te dis toujours on sait jamais. Mais c'est vrai que c'est un peu tes bébés, donc tu as envie de les garder. Puis même, moi, je les garde pour le côté un petit peu de temps en temps pour y refaire un tour. Je me dis ah, putain, quand même. Et d'ailleurs, je reçois toujours, je pense que comme toi, je reçois toujours des emails, des commentaires de gens qui n'ont pas réalisé que ça n'existe plus, que le dernier post sur Facebook qui date de 5 ans. Euh, donc ouais, non, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est très difficile à déléguer. Sur l'e-commerce, là, c'est un petit peu différent parce que j'avais pas du tout montré ma tête. Donc je vais peut-être justement pour la première fois essayer de vendre quelque chose que j'ai fait. C'est en Donc, vendre processus. le business en lui-même. Ouais, vendre le business en lui-même. Après, même là-dessus, tu vois, c'est pas simple parce qu'en fait, tu te rends compte que pour vendre un business, il faut le créer dès le départ pour être vendu. Ce que tu n'as pas Euh, fait. c'est ce qu'il explique dans Build to Sell. Ce que j'ai pas vraiment fait. Alors, je pense que je m'étais quand même amélioré. Tu vois, j'avais quand même fait des process, j'avais une team en place, etc. Mais c'est pas voilà, tu sens rapidement que quand toi tu prends le large, le business aussi prend le large. Donc ça veut dire que tu vois, pour moi ça montre bien que t'as pas forcément bien géré toutes les étapes puisque ça suit pas quoi.
Si tu avais déjà à l'époque lu Build to Sell, si tu avais commencé le site de dropshipping, ou si tu commences aujourd'hui un autre site de dropshipping en disant directement, tiens, ce site-là, je vais le construire pendant 2-3 ans et je vais le vendre, ça serait quoi les étapes que tu ferais différemment par rapport à ce que tu as fait? Euh, je pense que je ferais ouais, je ferais plus de process. Euh, je me sortirais complètement du business. Et une erreur que j'ai pu faire avec le dropshipping, je pense qu'une de mes forces, c'était d'avoir rapidement délégué beaucoup de choses, ce qui m'a permis quand même d'avoir du temps libre et justement de me concentrer sur la croissance, surtout que dans l'e-commerce, il y avait beaucoup de choses à gérer entre les publicités, l'envoi des produits, le service client, etc. Et le fait, justement, c'est marrant, ça a été un avantage, le fait de ne pas être trop attaché au business émotionnellement. Ça a été un défaut parce qu'au final, bah, c'est ça qui m'a fait un peu lâcher, tu vois, c'est le fait de me dire, bon, bah attends, si je veux aller plus loin avec ce business-là, je suis pas forcément aligné, je sens pas une mission, tu vois. Donc, tu vois, j'ai atteint presque, ouais, en gros, c'est un business qui faisait 1 million par an. Euh, et au-delà de ça, Quand j'ai tu dis un senti que je million, pouvais ça pas aller correspond à en, quel en, chiffre? ça Chiffre d'affaires. correspond à CA, hein, évidemment. En e-commerce, voilà, et j'étais environ au début c'était 30%, après après il y a eu pas mal de, ben justement c'est beaucoup de la gestion des coûts aussi en e-commerce, c'est très différent par rapport à un business d'infoprenariat où il y a presque zéro coût. En e-commerce, tu dois toujours un peu regarder, tiens, combien me coûtent mes produits, toujours surveiller un petit peu tout, donc on était entre 30 et 20% de marge, et c'est vrai que la marge était hyper importante parce que tu as des coûts fixes, tu as des coûts variables, par exemple les salaires c'est souvent fixe. Mais tu as aussi beaucoup de coûts variables en fonction des produits, etc. Donc il y avait pas mal de temps de réflexion là-dessus. Et pour revenir sur ta question, ouais, je pense qu'une erreur que j'ai fait, c'est que j'ai recruté pas mal de gens, tu vois, qui faisaient un peu autre chose à côté. Donc c'était un peu des mi-temps, des quarts-temps. Au début, je recrutais ma famille un petit peu, tu vois, c'était un peu les recrutements. Et du coup, c'est des gens, bah, forcément, qui veulent pas forcément rester après parce qu'ils étaient un peu liés à toi. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué aussi. Ouais. Mhm. Euh, c'est intéressant parce que quand tu parles de ce chiffre-là, donc mettons le business fait 1 million de CA entre 20-30% de marge, c'est quoi le multiple qui va être utilisé s'il était vendu, je sais pas, à partir du marché comme il est actuellement, tu as une idée? Ouais, alors j'avais regardé un petit peu, il disait que sur ce genre de business-là, c'était un multiple entre 2 et 3. Donc tu sais, j'avais regardé quelques stats, etc. Multiple 2 et 3, donc c'est pas sur 1 million, hein, c'est le multiple 2 et 3 sur le bénéfice. Donc voilà, après, ce qui compte, c'est pas ce que tu as fait dans le passé, c'est ce que tu fais en ce moment et tes prévisions pour le futur. Donc c'est vrai que je suis un peu dedans là, tu vois, je me plonge un petit peu dedans. Euh, mais, euh, mais tu vois, c'est vrai que c'est compliqué. Puis même, je pense que en fait, si j'avais vraiment voulu bien faire les choses, tu vois, j'aurais dû vendre, j'aurais dû me concentrer sur la vente et ensuite lancer mon autre business. Et ce que j'ai Hmm. fait, c'est que j'ai lancé mon autre business et aujourd'hui j'essaie de vendre. Et en fait, le truc, c'est que tu sais, d'ailleurs en ce moment, je relis tu sais, The One Thing, le bouquin qui te dit concentre-toi Ouais. sur un truc. Et je me rends compte que bah, typiquement, la vente me bouffe un temps pas possible de réfléchir à combien je vais le vendre, les process, machin. Donc là, tu vois, bah, c'était encore juste hier, je me suis dit, ok, j'arrête les conneries, je vais prendre quelqu'un. Donc soit un membre de mon équipe qui va un peu rédiger tout ça, qui va faire une partie du taf pour le vendre parce que moi, j'ai pas le temps, quoi. J'ai envie de me concentrer sur mon nouveau business. Et je pense qu'un peu comme toi, en fait, si ton nouveau business il décolle rapidement, dans ta tête, tu te dis, bah, ça me fait plus plaisir et je gagne presque autant à me concentrer sur mon nouveau business plutôt que rester sur l'ancien où justement, tu vois, c'est un peu, voilà, je pense qu'il faut passer à autre chose aussi assez rapidement, quoi. C'est quoi le process pour vendre un site comme ça? Tu vas sur une marketplace, tu connais des gens qui peuvent le racheter. C'est quoi les étapes? Ouais, je pense, bah écoute, je te dirais quand je l'aurais fait complètement, mais en effet, je vais le mettre. Shopify propose en fait une marketplace qui s'appelle Shopify Exchange. Donc le défaut, c'est que je pense que c'est quand même assez américain. Mais ça va être assez intéressant et surtout te certifie en fait tes chiffres. Donc au moins tu peux pas mytho. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, t'as beaucoup de groupes Facebook, de choses comme ça où tu peux t'as des contacts aussi hein, naturellement quand tu es dans un domaine. Donc je pense que je vais jouer un peu sur ces deux leviers-là, quoi. T'estimes que ça prend combien de temps de vendre un site comme ça? Parce que un truc que je vois, mais peut-être que c'est des gens qui étaient sur des business de plus gros volume, mais c'est des process qui peuvent durer des mois et des mois. Ça leur prend 6, 9 mois, 1 an à vendre avec toutes les étapes. Peut-être que toi, t'es pas sur une transaction de ce type, mais c'est quoi la timeline? Bah, je t'avoue que c'est un peu la difficulté en fait, c'est que quand tu as un business qui un petit, moi j'ai des potes qui ont vendu des sites de dropship à 40 000, quelque chose comme ça, euros. Là, on est quand même on commence à dépasser en estimation, on commence à dépasser les 200 000. Enfin,
entre 100 et 300 000. Donc du coup, c'est plus compliqué parce qu'il faut trouver des acheteurs. Il n'y a pas tout le monde qui se balade dans la rue avec 250 000 euros à mettre après dans un business. Je pense que c'est des gens un peu particuliers qui ont des demandes un peu plus particulières. Donc forcément, ça peut prendre un peu de temps. Surtout que ça dépend si tu as bien fait les choses aussi dans ton business, si par exemple ta compta est nickel, etc. Ce genre de choses. Donc en effet, ça peut être un process, je pense, qui peut prendre pas mal de temps. Et même moi, tu vois, je commence à le faire. Et c'est vrai que ben voilà, il faut donner tous les chiffres, il faut tout expliquer. Euh, donc c'est là aussi que c'est bien d'avoir des gens qui, je pense, qui peuvent t'aider à accélérer le process. Il existe en France un écosystème de brokers. Je sais qu'aux États-Unis, ils utilisent beaucoup les brokers pour vendre un business. Et en fait, du coup, le broker, lui, va s'occuper à la fois de t'aider à marketer le site. Et il a aussi une liste de contacts qui sont des gens qui achètent parce que Ouais, quand tu parles d'une vente comme ça de 250 000 euros, essentiellement, quasiment aucun particulier n'ira mettre 250 000 euros dans un site. ouais. Et c'est souvent des gens qui sont des acheteurs en chaîne ou qui achètent des business pour les consolider ou qui ont un play ou un autre, ils ont une stratégie particulière autour. Et donc, du coup, le broker t'aide à rentrer dans ce genre de domaine. Est-ce que tu sais si en France, il existe des réseaux qui sont équivalents pour vendre ce genre de site? J'avais entendu parler, il y a une amie à moi qui m'a dit qu'elle avait vendu sur vente-de-site.fr, un truc comme ça. Donc je pense qu'il est. Alors ça, c'est une marketplace. Après, sur les Ouais. brokers, je t'avoue, je me suis pas du tout renseigné. Et justement, je vais creuser un petit peu mieux ce sujet parce qu'en effet, je pense que c'est bien de se faire aider, notamment quand tu es sur des sommes assez importantes, de te faire guider et puis d'avoir une bonne estimation. En fait, c'est comme, je pense, que c'est un peu comme en immobilier, tu sais. C'est toujours bien d'avoir un agent qui fait la part des choses et qui te dit voilà, là tu le vends trop cher, là tu le vends pas assez cher. Et, euh, et après, par rapport à où tu disais le temps que ça prend, je pense que si c'est comme en immobilier, c'est est-ce que tu es pressé ou pas, quoi. C'est-à-dire que si tu es pressé, bah, tu vas accepter un prix qui est plus bas. Et donc, c'est marrant parce qu'en immobilier, on dit que c'est les meilleures affaires sont souvent sur les gens pressés. Mais en fait, les deux sont contents parce que quelqu'un de pressé, il a envie de récupérer plus vite de l'argent. Et le mec qui cherche des bonnes affaires, lui, il a l'occasion de récupérer un business pour moins cher. Donc, je pense Hmm. que faut savoir quelles sont tes priorités, ouais. Tu as expliqué qu'à chaque fois, tu as pu augmenter ton salaire en switchant de business. Comment est-ce que tu passes d'un site comme ça, e-commerce, qui fait quand même un chiffre d'affaires conséquent, une marge correcte, à pouvoir en quelques mois, du coup, construire un business de consulting qui rapporte presque autant d'argent? Bah écoute, ça revient un petit peu au concept de marge, tu vois. Euh, En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je vendais des produits, tu vois, sur Facebook avec. Donc sur la pub En fait, Facebook. ouais, je faisais énormément de pubs Facebook. C'était vraiment basé beaucoup là-dessus. Tu étais Et à combien de budget mensuel pour donner une idée? ça représentait quelque chose comme 30% de mon CA, donc ça pouvait faire, ça dépendait des mois, quoi, mais ça peut aller jusqu'à 40 000 euros, 50 000 euros par mois sur Facebook. Donc ouais, des gros budgets de dépenses. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça marchait bien, alors que j'avais un produit qui était, tout le monde pouvait avoir. C'est-à-dire que c'est vraiment basique, tu vois. Euh, J'avais aucune différenciation et je le vendais 3 fois plus cher. En gros, tu pouvais retrouver mes produits. Moi, je les vendais 30 euros avec 3 semaines de livraison. Tu pouvais les retrouver sur Amazon à 10 euros avec un jour de livraison, tu vois. Euh, et ça marchait quand même, tu vois. Donc je me Alors suis dit, pourquoi ok. est-ce que ça marchait? Explique-moi la psychologie derrière. C'est que les gens ne comparent Alors, pas, ils voient un produit sur Facebook, ils l'achètent direct. exactement. En fait, il y a vraiment un côté coup de cœur. Et en fait, on faisait aussi une partie assez importante de notre chiffre d'affaires sur des personnes qui sont pas forcément, je veux dire, je pense qu'on arrivait moins à vendre sur les personnes, tu vois, qui ont voilà, qui ont la vingtaine comme nous, parce qu'on est un peu plus dans les sites, les trucs comme ça. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que tout le monde, enfin, il y a des gens, et même on vendait sur des gens qui ont 20 ans. En fait, ils voient un produit qui leur plaît, ils disent, oh, ça me plaît, le prix est correct, j'achète. Il n'y a pas plus de réflexion. Et vu que c'est un achat coup de cœur, c'est pas comme un achat sur Amazon que tu veux le lendemain. C'est plus un truc, tu dis, ah, ça me plaît, c'est original, j'ai jamais vu ça ailleurs. Coup de cœur, j'achète. Euh, Après, clairement, c'était voilà sur la différenciation, c'est pas top. Alors après, c'est toujours pareil. Après, tu construis une communauté autour de ta niche, tu apportes de la valeur. Voilà, je pense que j'ai fait c'est aussi ça qui a fait que mon dropshipping a fonctionné, c'est que j'ai fait plus d'efforts que 95% de dropshippers parce que voilà, on avait vraiment une grosse communauté, on a une page Facebook à 150 000 likes, on a vraiment, tu as travaillé là-dessus. Mais voilà, au-delà de ça, c'est vrai que c'était pas je me suis rendu compte que finalement le marketing, même si tu n'as pas un produit qui est parfait,
avec un bon marketing et présenter les choses de manière sexy, bah, ça peut vendre quoi, complètement. Peut-être que les gens qui sont pas familiers avec le dropshipping seront surpris et frustrés de savoir pourquoi est-ce que je te demande pas quel est le produit et quelle est l'URL du site. Et Ouais. du coup, ça s'explique justement par ce que tu viens de dire. Le fait que y a un vrai risque dans le domaine du dropshipping que quelqu'un puisse reproduire ce que tu fais. Ouais, alors après, tu vois, je suis pas. Si tu veux, je peux dire la niche. Aujourd'hui, je l'ai dit maintenant. Ça Ok. me dérange pas. Donc après, bon, les gens trouveront pas le site si vraiment ils ont envie de trouver. En fait, je travaille dans la niche des chats. Euh, Tu sais, c'est marrant parce que j'avais lancé deux sites, donc un site sur les chats et un site sur les licornes, et beaucoup Sur les inspiré par licornes, sur les licornes. Ouais. Et en plus, qu'est-ce que tu vendais? c'était une histoire incroyable cette histoire sur les licornes parce que en gros, c'était enfermé. On avait déjà ce site qui fonctionnait sur les chats et on s'est enfermé avec un pote à Malte et on s'est dit, vas-y, on refait un site de dropshipping en 24 heures, on le lance et on s'est enfermé en 24 heures dans un coworking. Le soir, il était lancé et 2 jours plus tard, on faisait nos premières ventes et au final, bon, on n'a pas continué ce site-là parce qu'en fait, on n'arrivait pas à gérer les deux en même temps. Tu sais, on a été un peu bête. On s'est dit, en fait, on s'est dit plutôt que de scaler les chats, on va lancer un autre truc, tu vois, ce qui n'était pas forcément Hmm. malin parce qu'en fait, justement, tous les process n'étaient pas en place. Du coup, on a fini par l'abandonner. Mais c'est vrai, c'était un délire, tu vois. On l'avait appelé ça Ma vie de licorne et on vendait tous les trucs qu'on trouvait sur les licornes. Et parce qu'on avait remarqué que les filles étaient à fond dedans, quoi. Enfin, en fait, Ok. un bon site de dropshipping, c'est simple. Si tu te dis, est-ce que ta sœur, est-ce qu'elle kiffe ta sœur ou ta copine, est-ce qu'elle kiffe, qu'est-ce qu'elle kiffe, tu vois. Et les filles, elles ont vraiment des problèmes avec tout ce qui est vêtements, tout ce qui est mignon, etc. Et du coup, on s'était dit, allez, on va tenter pour rigoler un peu. C'était plus parti d'un délire à la base, et en fait, ça avait bien fonctionné. On avait dû faire 3 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois avec de la pub. Donc, c'était c'était assez magique et c'est aussi là que j'ai réalisé la puissance justement de Facebook pour faire décoller rapidement un business. Euh, et tu vois, c'est là que je me suis dit, mais attends, si moi j'arrive à vendre autant avec un produit qui a aucune différenciation, qui n'a pas forcément de valeur ajoutée, imagine si je me mets à vendre un produit avec lequel justement bah, il y a une vraie différenciation, avec lequel je suis plus aligné et avec lequel bah, il y a une vraie valeur derrière. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de valeur dans le dropshipping, mais on va dire que c'est des produits classiques, quoi. Bah, je me suis dit, waouh, ça peut vraiment faire mal sur Facebook, quoi. Et dans ce scénario, pourquoi est-ce que ta prochaine étape, c'est pas de faire ce que font pas mal de dropshippers ou de gens sur Amazon FBA, c'est-à-dire créer ta marque, te Ouais. différencier, trouver tes fournisseurs, développer des produits qui sont différents. Pourquoi est-ce que tu vas pas dans cette direction? Bah, Stan, pour la très bonne raison que j'aime bien les chats, mais tu vois, j'ai pas, non mais, tu vois, je pense que dans un taf, il y a trois notions importantes en fait. La première, c'est est-ce que tu kiffes? Et moi, quand je vais démarrer, je n'aimais même pas ce que je faisais, tu vois. Donc le kiff, ça revient à vraiment déléguer énormément de choses en fait, parce que tu veux vraiment faire les tâches qui te font plaisir. Donc ça, c'est le premier truc, le kiff. C'était quoi Le les deux, tâches qui, toi, te faisaient plaisir dans ce business-là, le dropshipping? j'adorais, moi, je sais pas, j'ai un problème avec les chiffres. J'adore lancer des pubs, voir les trucs qui Hmm. scale. Je sais pas, je suis un peu, pourtant, j'étais pas forcément, je pense que je suis un peu matheux. J'aime bien les Google Sheets, tu vois, où tu vois les Ouais. progressions, etc. Donc, je crois que j'aimais beaucoup ce côté-là. Ce côté, je m'occupe pas du produit. Et d'ailleurs, c'est toujours ce que je fais aujourd'hui dans le consulting. Je m'occupe pas du produit. Je regarde juste la data, les chiffres, et j'envoie de la sauce, quoi. Et du coup, c'est ça qui me faisait plaisir et tout ce qui était voilà, service client, ce genre de choses, euh, je finissais par déléguer quoi. Donc tout le travail créatif aussi sur. Je crois que ce que j'aime le plus en fait, c'est prendre un produit et me dire ok comment on va le marketer, tu vois. Et tu sais écrire un peu sur un petit bout de papier, ok on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et, euh, et du coup ouais voilà, ce business là je kiffais. Le deuxième truc qu'il faut, c'est qu'il faut que ça te rapporte de l'argent, parce que si ça te rapporte pas de l'argent, bah, au bout d'un moment, tu vas dire, ok, c'est juste un hobby, tu vois. Donc, ce site-là, il m'a rapporté de l'argent, donc ça aussi, c'était cool. Même si, je t'avoue, il y a eu des complications, notamment au niveau des marges. En e-commerce, les marges sont tellement serrées que bah, j'ai dû faire une expatriation un peu forcée, tu vois. D'un côté, j'avais envie un peu de partir de France, mais je l'ai un petit peu forcé, tu vois. Et je pense que Quel rapport après, entre l'expatriation et les marges? Je comprends l'aspect fiscal, mais bah, l'aspect marge, je le vois pas. en fait, ouais, non, mais quand je dis marge, c'est de manière plus générale. C'est-à-dire que quand tu démarres en France, tu es en auto-entreprise, tu n'as pas grand-chose, tu recrutes un peu des prestataires à droite à gauche, c'est très bancal. Et puis quand tu commences à regarder, bah, voilà, quand tu crées ta boîte, quand tu commences à regarder en France les différents impôts, tu te dis, ah ouais, en fait, mon business,
il est rentable, mais ça va être compliqué. Je vais pas pouvoir, enfin, je vais peut-être pas pouvoir continuer avec ces gens-là, ou si enfin, en gros, j'ai commencé à faire les calculs. Je me suis dit, ah, ça va être compliqué. Il vaut mieux que je parte ailleurs. En gros, t'as beau brasser 1 million de CA, il te restait pas grand-chose à la fin. C'est ça, c'est ça. Et je me suis dit, Ok. franchement, j'ai pas envie d'avoir la grosse boîte et très peu. Donc, j'ai commencé à m'enseigner. Je me suis expatrié. À Après, Malte, voilà. du coup. Ouais, du coup, j'ai fait Malte. Ouais. Et c'était cool. Mais tu vois, justement, c'était intéressant parce qu'à Malte, notamment en fréquentant Malte et tout, c'est marrant parce que tu sais, quand t'es en France, tu dis que tu fais 1 million. Enfin, t'as l'impression d'être énorme, tu vois. Et les premières fois, d'ailleurs, les premières fois, tu commences à gagner un peu, surtout en dropshipping, où tu sais, tu vois des gros chiffres. Et donc, du coup, ça, je me souviens encore, tu sais, j'avais la sonnerie Shopify et à chaque fois que ça sonnait, je regardais mon portable. Les premières ventes, c'est des sensations incroyables, quoi. Mais en France, ouais, tu as l'impression de peser. Et puis tu vas à Malte et tu te rends compte qu'il y a tout un monde que tu ignores, de mecs qui font des business. Tu sais, c'est des mecs qui n'osent même pas dire dans quel business ils sont, tellement c'est obscur. Euh, Tu sais, des mecs qui font de l'affiliation, qui sont sur des sites de porno, des choses comme ça, et des casinos, des choses comme ça. Et waouh, tu te dis, les mecs, ils brassent à fond, mais en fait, ils m'inspirent pas vraiment. J'ai pas forcément envie d'avoir cette vie-là. Et je crois que c'est aussi ça qui m'a fait réaliser. Je me dis, bon, ok, il faut que je retourne dans un truc où je me sens plus aligné, puisque, ouais, comme je te disais, je pense qu'il Décris un y a le peu kiff. la vie à Malte. La vie à Malte, Parce que, en fait, alors pour donner un peu le contexte aux gens ouais, qui sont pas familiers avec ce que représente Malte en particulier, ils se disent putain, pourquoi il va à Malte, le mec. C'est totalement random. Il y a un grand nombre d'entrepreneurs français qui sont basés à Malte, notamment pour des raisons fiscales, c'est assez avantageux. Comme tous les rochers, Malte n'a pas grand-chose pour attirer les gens, donc ils sont assez sympas là-dessus. Et du coup, comme c'est à côté de la France, c'est dans les mêmes fuseaux horaires, c'est pas si loin que ça, pas mal de gens y sont, et notamment pas mal de gens l'ont promu sur YouTube. Il y a certains youtubeurs bien connus, Maxence Rigotier, Théophile Hélier, ont fait pas mal de la promotion, ils ont expliqué que Malte, c'était la vie. Moi, je suis jamais allé, parce que moi, je suis parti très tôt en Asie. Et donc, tu vois, je serais intéressé de voir un petit peu, sans forcément, tu vois, critiquer nécessairement le truc, mais de ton point de vue, c'était comment? T'es passé combien de temps là-bas et c'était comment la vie à Malte? bah, en fait, j'ai passé pas tant de temps que ça parce que du coup, c'est toujours pareil, tu fais des allers-retours. Puis moi, j'avais ma chérie en France, donc c'est là que ça a été compliqué surtout. À l'époque, en fait, c'était pas encore, on était un petit peu. En fait, au moment où j'ai décidé de m'expatrier, justement, on était dans une période un peu difficile, donc on venait de se remettre ensemble et tout, donc c'est aussi pour ça que j'étais un peu, voilà. Et plus j'ai commencé à me remettre avec elle, plus je faisais beaucoup d'allers-retours en France. Après, quand j'étais à Malte, honnêtement, j'ai des bons souvenirs. C'est une île sympa, forcément. Le fait de traîner avec des entrepreneurs, c'est super agréable. Donc, c'est pas tellement enfin, c'est plus l'environnement social qui me plaisait, tu vois, le fait de pouvoir parler à des entrepreneurs, parce que c'est vrai que quand tu es en France et que tu es tout seul dans ta ville et que tous les gens que tu fréquentes, bah, ils te prennent pour un fou. Bah, là, ça faisait plaisir, tu vois, de traîner avec des mecs. Puis souvent, c'est des gens, bah voilà, si tu t'expatries, ça veut dire que tu fais un minimum de CA. Donc, ça veut dire que c'est des mecs qui avaient un petit peu l'expérience. Et donc, c'était très cool. J'ai des très bons souvenirs dans des villas, on se baignait. La température est super agréable. Faut pas y aller en juillet et en août parce qu'en juillet et en août c'est insupportable. Par contre, le reste du temps, la température est nickel. Et puis ouais, comme tu dis, c'est pas très loin de la France. Euh, Après, en effet, vu que c'est une île, je pense que en 30 minutes, tu as traversé l'île. Donc il y a quand même des petits trucs sympas à faire. Tu peux notamment, moi, il y avait beaucoup ma famille qui venait. Du coup, tu sais, quand tu as un appart, bah, du coup, les gens de ta famille viennent. Donc, ça permet de vivre des moments quand même très sympas. Par contre, c'est vrai que tu en as vite fait le tour et c'est important, je pense, quand tu es dans une île comme ça, voilà, je pense, de bouger régulièrement. Tous les mecs qui sont sur l'île me disaient, voilà, si tu restes tout le temps, c'est un peu oppressant. Normalement, il faut savoir bouger. Ok. Et donc, tu parlais de Malte, notamment dans le contexte de les 3 trucs qu'il faut pour kiffer un business. Le premier, c'est il faut kiffer ce que tu fais. Deuxième, c'est qu'il faut faire de l'argent. Euh, Et troisième, il faut être aligné avec ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, et je pense que c'est un peu ce qui me manquait, tu vois. Et c'est marrant parce que quand j'analyse ça, je me dis que bah, au tout début, quand j'ai démarré, bah, j'aimais pas ce que enfin, c'est pas que j'aimais pas ce que je faisais, mais j'aimais pas vraiment, j'étais pas forcément hyper aligné, je gagnais pas d'argent. Puis après, j'ai commencé, Quand tu as démarré le site sur ouais, la mobilité, Salto le Arrière. En gymnastique, fait, Salto etc., Arrière, en fait, il y t'aimais a une. pas, t'aimais pas ce que tu faisais au niveau de la thématique ou au niveau du travail quotidien qui était nécessaire pour développer le business? En fait, j'ai fait plusieurs erreurs. Tu vois, Salto Arrière, déjà, l'erreur, c'était que je le faisais juste pour moi. C'est-à-dire que c'était vraiment un blog. J'ai l'impression
Tu vois, c'était plus, je me posais pas la question qu'est-ce que je vais vraiment apporter aux gens. J'étais pas dans une réflexion, je sais pas. J'étais vraiment dans l'ancienne façon de faire. Tu vois, pour moi, c'est un peu l'ancienne méthode, c'est-à-dire tu choisis une thématique, puis tu fais du contenu et tu sais pas vraiment où tu vas. Pour moi, aujourd'hui, justement, j'ai complètement changé d'approche et je pense que c'est ça un peu qui me manquait. Et puis surtout, le défaut, on va dire, c'est que ça soit sur Salto Arrière, donc premier problème Salto Arrière, c'était que j'avais pas bien compris ma niche. Ensuite, j'ai fait Roman Mouvement, et là, je vendais des programmes à 47 euros, tu vois, sur comment devenir un peu plus musclé, devenir un peu plus souple, et ça marchait pas trop mal, tu vois. Je faisais, je sais pas, je devais faire 1500 euros par mois, donc c'était pas fou, mais voilà, ça commençait un petit peu. Donc au final, c'était pas mal parce que j'aimais bien ce que je faisais, et ça commençait à gagner un peu d'argent, et j'étais plutôt aligné. Mais sur le côté aimer ce que je faisais, je pense que je suis tombé dans le défaut typique de tous les infopreneurs, c'est que je faisais tout moi-même en fait. Je faisais tout moi-même, c'est-à-dire que je filmais mes vidéos, je faisais mes scripts, j'enregistrais. En plus, j'étais hyper perfectionniste, donc ça me prenait un temps fou. Et en fait, au bout d'un moment, tu sais, c'est un peu pour moi, c'est une sorte, j'appellerais ça le burn-out de l'infopreneur, c'est que tu fais tout toi-même, tu as tellement de trucs, tu postes sur tes réseaux, sur Facebook, sur Instagram, tu crées tes formations, tu vends, tu marketes, tu veux tout faire toi-même, et au bout d'un moment, tu t'en peux plus, quoi. Et je pense que je me reposais pas assez. Et du coup, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je suis parti radicalement sur autre chose, sur le dropshipping. J'ai dit, tu sais quoi, maintenant, je vais plus m'occuper du produit. Je vais juste faire du marketing. Et au moins, je ferai un truc vraiment qui me plaît. Et justement, finalement, le dropshipping, ça m'a permis de me débarrasser de l'aspect produit, donc de me débarrasser d'un truc et de pouvoir me concentrer. Aujourd'hui, je pense que je pourrais lancer complètement quelque chose dans l'infoprenariat, mais par contre, je déléguerai vraiment tout ce qui me plaît pas. Et au départ, je pense que le conseil que je donnerais à quelqu'un qui démarre aujourd'hui en infoprenariat, c'est justement de pas forcément faire énormément de contenu et plus se concentrer sur quelle est mon offre, euh, et tout de suite, tu vois, confronter le marché, et vendre cette offre-là, quoi. Hmm. Du coup, j'accompagne pas mal de gens sur cet aspect-là. Il y a vraiment un concept qui me tient à cœur, c'est la procrastination déguisée. C'est tout ce que tu fais qui n'est pas, tu vois, sur le chemin critique. Et notamment, je vois beaucoup de gens perdre beaucoup de temps sur des décisions qui n'ont pas grand intérêt, sur le nom de domaine, sur le nom de leur formation, sur le prix de la formation, sur les réseaux sociaux, sur est-ce qu'il faut faire des vidéos YouTube plus un podcast ou juste des vidéos YouTube, etc. Et tout ça te fait un peu... t'as l'impression de dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire tout ça sans vraiment en voir le résultat. Et à l'inverse, je vois des gens qui décollent assez vite, en fait, avec un modèle assez simple. Souvent, une chaîne YouTube où ils postent des vidéos assez travaillées et derrière, vendre un premier produit en pré-vente. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Et je pense que, notamment, travailler avec moi, ça les déculpabilise, vu que moi, sur Facebook, je suis nulle part. Instagram, je n'existe pas. Twitter, je ne poste pas. Donc, et même sur YouTube, actuellement, je suis pas très assidu. Donc, ça te montre que tu n'as pas forcément besoin de faire autant de choses si le message que tu as, au final, il résonne. Et c'est là où c'est en fait le truc que les gens procrastinent, c'est qu'ils ne comprennent pas exactement la valeur qu'ils veulent apporter. Et pour la trouver, en fait, il faut un peu se frotter au marché et surtout tester des trucs qui ne vont pas marcher, quoi. Mais je suis carrément 100% d'accord avec toi, Stan, et je pense que c'est, tu vois, tous les mecs qui réussissent, tu regardes même tous les acteurs, tous les sportifs de haut niveau, les mecs, ils sont focus, ils font qu'un seul truc à la fois et ils le font à 100%. Et c'est marrant de voir d'ailleurs que t'as certains sportifs, ils ont même pas de réseaux sociaux, tu vois. En fait, tu sais, il faut mieux faire du bruit par ce que tu produis et ton offre et la valeur que tu apportes à tes clients, plutôt que essayer de faire du bruit sur les réseaux, essayer de buzzer, d'être à la fois un petit peu partout aussi. Je lance un podcast, je fais YouTube, je fais Facebook. Non, à un moment, c'est pas ça un business. Pour moi, il faut vraiment revenir aux bases d'un business. C'est quoi un base d'un business? C'est les gens, ils ont un problème. J'arrive, je les rencontre et je conseille vraiment aux infopreneurs d'aller les rencontrer en vrai, parce que le problème, c'est que quand tu es derrière une chaîne YouTube, tu postes, etc. Aujourd'hui, les gens, on n'a plus la notion de... Voilà. Mais en vrai, tu parles avec les gens. Donc, moi, je conseille même de vendre au téléphone ou de vendre même en vrai si c'est possible. Et tu vends un service plutôt que même de vendre un produit. Parce que je trouve que quand tu démarres, tu sais pas exactement aussi comment tu vas aider les gens. Et le fait de vendre un service, alors ok, tu échanges ton temps contre de l'argent, mais ça te permet de bien comprendre chaque étape, comment tu vas aider la personne. Et du coup, voilà, et ça t'empêche pas, évidemment, tu vends ton service à un premium, tu vends un peu plus cher, ce qui te permet en plus de rapidement gagner ta vie. Et tu développes avec justement ces premiers clients un espèce de système que tu vas ensuite transformer en produit d'information. Enfin, moi, tu vois, je le vois un petit peu comme ça. Et
Et du coup, pour moi, le contenu, il vient finalement un peu après. Alors, je sais que c'est différent de ton approche, c'est différent de beaucoup d'approches d'infopreneurs français et c'est vrai que ça marche bien aussi de faire du contenu. Mais pour moi, ouais, je préfère me concentrer là-dessus et de me dire, OK, je vais faire un produit, je vais apporter énormément de valeur à mes clients et j'ai envie que ce soit mes clients qui fassent le bruit pour moi plutôt que ce soit à moi de faire du bruit sur les réseaux. Donc, du coup, l'objectif final de ce que tu fais en consulting, c'est de vendre de la formation. Ouais, alors du coup, j'aide tout simplement des formateurs qui ont déjà un petit peu un business qui est en place, mais justement, ils sont un peu prisonniers, tu vois, dans ce système de lancement, c'est-à-dire qu'ils vivent sur leur liste en fait. Et le problème de vivre sur sa liste, c'est que bon, si elle est grosse, c'est bien, si elle est un peu plus petite, c'est des fois un peu compliqué. Et de plus en plus, tu vois, le reach sur Facebook, sur pas mal de plateformes est quand même assez diminué. Euh, donc moi, je les aide à sortir un peu d'un système qui est un petit peu manuel, où il faut toujours sortir des nouveaux produits, faire des gros lancements, des choses comme ça, à passer sur un système plus automatique avec vraiment de l'acquisition client, quoi. Donc on passe, je les fais passer de la petite mare à l'océan. Je les lance dans l'océan, on bosse énormément. Enfin, c'est marrant parce que les gens viennent me voir pour le trafic, ils viennent me dire ouais, il me faudrait plus de trafic. Et en fait, évidemment, on bosse beaucoup sur la conversion, et notamment parce que c'est des personnes qui arrivent à convertir des gens qui les connaissent, tu vois. Des gens qui sont passés par pas mal de vidéos, etc. Mais par contre, ils ont un peu plus du mal à convertir des gens qui ne les connaissent pas. Donc du coup, je les fais travailler un petit peu sur, OK, quel est ton message? On raffine un petit peu tout ça. On essaie de se concentrer, de se dire, OK, c'est quoi? À qui tu parles? Comment? Pourquoi? Et on met en place des systèmes, voilà, on va faire un système de webinaire avec des pubs Facebook, et ça permet vraiment tout de suite voilà, d'avoir vraiment un système automatique qui grandit et de scale un business très rapidement, quoi. Donc, le levier, ça reste la pub Facebook à l'origine. Ça, ça reste la publicité Facebook, ouais, parce que c'est ma maîtrise, c'est là où voilà, j'ai passé, ça fait plus de 3 ans que je bosse dessus, et encore, ça reste une des meilleures sources d'acquisition, et il y a encore des très très belles choses à faire dessus. Et Donc, tu travailles avec. C'est quoi, du coup, le client cible pour ton service actuel? donc c'est quelqu'un qui a un produit d'information qui gagne entre 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois, entre 3 et 10 000 euros par mois, et mon but c'est vraiment de le faire faire x10, quoi, tu vois. Là, avec les clients avec qui je bosse, tu vois, c'est à peu près ça, quoi. Il est à environ à 5 000, et là en ce moment il est à 50 000. En plus, c'est 50 000 de chiffre d'affaires net de pub. Donc en fait, j'ai vraiment créé une offre aussi pour mes clients, pour leur dire en fait, c'est l'importance de créer aussi une offre irrésistible. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans le marché, c'est que tu avais beaucoup de gens qui, justement, niveau trésor, ça rentrait pas tous les jours, quoi. Et ils étaient toujours obligés de travailler pour gagner plus. Donc je suis arrivé en disant, écoutez, moi je vous propose de mettre en place un système automatique qui va, voilà, vous allez utiliser la puissance de Facebook pour toujours avoir de la pub sur vous, et automatiser une grosse partie des revenus, les scales, et tout ça. Et donc mon offre, c'est vraiment de dire, écoutez, si on fait pas tant de chiffre d'affaires net de pub, donc en enlevant la publicité, écoutez, moi je suis pas payé, quoi. Donc c'est vraiment l'idée de faire une offre irrésistible, quoi. Donc, du coup, tu prends une partie du risque je sais pas si tu es à l'aise pour dire combien le service coûte, ou si tu es rémunéré sur un pourcentage du résultat. Tu as l'air assez confiant dans les résultats. Comment est-ce que tu as mis en place le système pour que quand ça marche, toi, tu puisses vraiment cartonner dessus financièrement? Ouais, alors je peux te dire, non, je peux dire le chiffre, même si c'est vrai que voilà, c'est un chiffre qui fait peur quand on l'entend comme ça, mais en vrai, en fait, quand tu comprends un petit peu après l'offre, tu te dis en fait ça va. En fait, mon offre à l'heure actuelle, c'est pour ça que c'est vraiment une offre. J'ai tout de suite décidé. Tu vois, c'est marrant, c'est un conseil d'un photographe. Il disait, quand tu te lances dans un domaine, il vaut mieux que tu travailles ton skill, tes compétences gratuitement, ou presque gratuitement, tu vois. Donc tu t'entraînes avec tes amis, des choses comme ça. Et une fois que tu te lances sur le marché, par contre, il faut que tu te positionnes tout de suite haut de gamme, parce que c'est très difficile de démarrer à 1 000 euros et puis de monter, enfin, c'est très difficile. 1 000 euros encore ça va, mais c'est très difficile de démarrer en disant c'est 100 euros par mois, puis ensuite de dire c'est 500, tu vois, parce que tu vas pas attirer les mêmes clients en fonction des prix aussi, tu vois. Euh, donc du coup, moi cette offre-là, en fait, je l'ai positionnée à 15 000 euros par mois. Donc elle est à 15 000 euros par mois. Comment est-ce qu'un mec qui est à 5000 au départ, il a le courage de s'abonner à une offre comme ça? Alors, souvent, même s'il est à 5 000, souvent les gens ont quand même un peu de trésor de côté. Mais même, Et il se dit tout d'un coup, mon business devient déficitaire et ce mec-là, il va soit me sauver la vie, soit me couler. Comment est-ce que tu lui donnes alors, confiance? tu peux le voir comme ça, mais là où moi j'apporte la confiance, c'est justement, je dis en fait, moi ce que je te garantis, c'est qu'on va faire 30 000 euros de chiffre d'affaires net de pub, donc 30 000 euros de marge pour toi, euh, minimum. C'est-à-dire que je te garantis minimum de faire x2 au bout de 3 mois. Je te garantis minimum de faire x2. Donc en fait,
c'est un investissement, mais en fait, enfin, je veux dire, tu peux pas être perdant. Si au bout de 3 mois, du coup, on n'a pas fait les 30 000 euros de marge, je te rembourse. Donc, tu vois, l'idée, c'est vraiment de dire, je m'engage avec toi et on s'engage sur un gros montant pour être sûr que, bah voilà, on scale, on scale à fond, quoi. Et dans ce cas-là, toi, tu prends 15 000. Combien est-ce que lui met en pub pour atteindre ce résultat? En reprenant le cas de figure de la personne qui a fait de 5 à 50 K. Ouais, en fait, il met presque rien en pub parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un délai entre le moment où Facebook te débite. Donc souvent, tu as un plafond de 600 euros et il y a un petit délai avant qu'il te débite. Et en fait, moi, je suis sur un système aujourd'hui où c'est rentable en fait au bout d'une semaine. On est sur un système de webinaire où les ventes tombent la semaine suivante. Donc en fait, ça me fait trop rire parce que les gens disent ouais, t'as combien de budget? Mais moi, je dis le budget, il est illimité parce que de toute façon, si t'es rentable avant même que Facebook t'ait débité, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un coût en fait la publicité. Le seul coût qu'ils ont, c'est le coût avec moi au début pour démarrer. Et puis ensuite, les quelques dépenses publicitaires sont directement remboursées par les premières ventes. Le problème que j'ai avec cette idée, c'est que dans mon expérience, la pub Facebook, tu vois, ça scale pas non plus de manière illimitée, dans le sens où c'est pas parce que tu fais un truc au départ qui fonctionne à une certaine échelle que tu peux faire x10 sur ton budget, que ça va faire x10 sur tes résultats. Comment est-ce que toi, tu gères l'aspect scaling? C'est quoi ta philosophie sur prendre une campagne qui marche, mettons, tu vois, à 50 euros par jour, qui va marcher, mais au final, ça reste petit. Comment est-ce que tu amènerais ça vers quelque chose de plus significatif? Je pense qu'il faut tester énormément de choses sur Facebook. Et là où tu as raison, c'est que c'est pas un. Voilà, faut jamais être trop confiant sur Facebook. Quand justement ça marche bien, c'est le moment où justement tu dois créer des nouveaux visuels, etc. Je crois beaucoup au fait de tester énormément d'approches en publicité, énormément de points de vue différents. Tester par exemple une vidéo qui est vraiment tournée contenu, tester une vidéo courte, tester une vidéo longue, tester des photos, tester des stories sur Instagram. Enfin voilà, il y a vraiment tout un travail créatif là-dessus. Donc voilà, je te cache pas que ça demande pas mal de temps à gérer. Mais derrière, les résultats sont quand même hyper intéressants parce que tu décuples ta présence. Et moi, je suis pas faut pas croire que je suis anti-contenu, tu vois, je suis pas du genre à dire ça sert à rien le contenu, il suffit juste de faire de la pub et ça marchera. Parce que derrière, évidemment, si tu arrives en mode bourrin et que tu forces un peu les gens, ça marchera pas non plus. Donc il faut aussi leur apporter de la valeur. Mais je crois qu'il y a un réel équilibre entre créer du bon contenu et le booster. Je crois que quand tu as créé un bon contenu, il faut mettre de la publicité dessus, il faut croire en ce que tu fais. Et quand tu mets de la publicité dessus, t'as toujours, si tu as bien travaillé ton contenu, tu as toujours un retour sur investissement qui est hyper intéressant si derrière tu as créé évidemment un bon tunnel de vente et que tu suis un peu tes chiffres. C'est quoi les chiffres que toi tu suis sur une campagne Facebook? Alors, il y en a beaucoup. Évidemment, en fait, tu as deux types de chiffres. Tu as les chiffres, pour moi, ce que j'appelle les chiffres les plus importants. Donc, c'est un peu les chiffres priorité 1. C'est tout ce qui va être évidemment retour sur investissement, coût par achat. Voilà, je dirais que c'est les deux plus gros. Taux de conversion aussi, c'est-à-dire si on récupère 1000 prospects, combien vont acheter? Donc évidemment, taux de conversion. Après, tu suis aussi, en fait, parce que le problème, c'est que ces chiffres-là, si jamais tu as un mauvais ROI, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que c'est intéressant de regarder toutes les autres petites métriques. Donc, ton coût par impression, combien tu payes ton clic. Par exemple, c'est bête, mais si tu payes ton clic plus d'1 euro, ça veut dire que ta pub n'est pas forcément hyper intéressante, les gens ne cliquent pas beaucoup. Ton CTR, c'est-à-dire sur 100 personnes, combien tu en as qui cliquent. Donc voilà, il y a beaucoup de données qui rentrent en jeu. Ton taux de conversion sur ta squeeze page, combien tu perds. Moi, je vais jusqu'au détail, tu vois, c'est-à-dire je me regarde par exemple combien de personnes je perds sur le chargement de la page. Et c'est assez ouf, en fait, tu te rends compte que des fois tu perds. Et ça, tu le vois dans Google Analytics? Non, tu le vois directement sur Facebook parce qu'en fait, Facebook te dit combien il y a de personnes qui ont cliqué et te dit combien de personnes qui ont vu ta squeeze page. Donc, du coup, si tu vois que tu as eu 500 clics et que tu as eu 100 personnes qui voient ta squeeze page, tu sais que tu as perdu 400 personnes parce que, en gros, ils étaient sur leur 4G, ils ont cliqué, ça n'a pas chargé, ils sont barrés, quoi. Okay. Donc, ça te force à travailler sur chaque petit point, voilà, améliorer chaque petit point pour bien vérifier que tout fonctionne, quoi. Et sur des clients, du coup, qui vendent de la formation en ligne, ça serait quoi les gens se posent pas mal de questions. Donc, quels seraient les chiffres pertinents qui détermineraient la santé d'une campagne? Est-ce que c'est le taux de conversion? Est-ce que c'est la valeur par prospect? Est-ce que c'est le retour sur investissement? Et quels sont les chiffres que tu ciblerais dans ces catégories, tu vois? À partir de combien de retours sur investissement sur un certain budget, tu considères que la campagne est un succès?
En fait, je vais te dire un truc, Stan. Moi, pour moi, le gros défaut à l'heure actuelle de tous ceux qui font des services comme moi en publicité Facebook, et c'est pour ça aussi que je pense qu'ils sont moins chers, je dois être un des plus chers, c'est qu'en fait, ils te font que de la publicité Facebook. Donc, ils t'emmènent du trafic. Mais le trafic, enfin, si tu n'as pas vraiment mis en place un système, construit vraiment un système pour convertir ce trafic, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui démarrent de la publicité, puis ils arrêtent au bout de 10 jours parce qu'ils se disent putain, mais je claque des thunes. Alors, ok, j'ai des vues, j'ai 2-3 trucs et tout, mais tu peux pas dépenser la publicité si tu n'as pas de retour sur investissement, tu vois. Donc, pour moi, il faut mettre vraiment en place, et c'est là que ça prend du temps, et c'est pour ça qu'il faut avoir l'habitude, mais il faut vraiment mettre en place tout un système qui va te permettre de savoir, de récupérer rapidement des ventes, quoi. Et donc, tout le monde, tous les prospects Et du que coup, tu vas c'est quoi? acheter, Donc, une personne ouais. qui a un tunnel de vente, comment est-ce qu'elle sait si elle est prête à faire de la pub Facebook, par exemple? C'est quoi la métrique à regarder sur un tunnel de vente? Si on devait donner un chiffre, mettons, moi, j'aime bien la valeur par prospect, Ouais, parce que ça combine à la fois le taux de conversion et le panier moyen, ouais, essentiellement. ouais. Donc, valeur par prospect, ce serait combien de chiffre d'affaires, en l'occurrence, tu réalises pour un prospect qui rentre dans ta liste email. Donc, c'est l'ensemble du chiffre d'affaires que tu as fait divisé par le nombre de prospects. Voilà, donc c'est une mesure à la fois du prix que les gens payent et puis du taux de conversion. Puisque si les gens te disent j'ai un taux de conversion de 2%, ouais, tu vends un produit à 40 euros ou tu vends un produit à 300 euros, ça fait une grosse différence sur les aspects financiers. Donc, là, quel serait le chiffre que tu. Voilà, si une personne vient te voir et te dit ok, je fais X. À partir de quel moment est-ce que tu te dis, oh là là, il y a des problèmes de conversion? À partir de quel moment est-ce que tu te dis, là, c'est bien, il faut qu'on envoie la sauce sur Facebook? En fait, moi, je t'avoue que je ne fonctionne pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que moi, je mets en place un système, je teste à petit budget, donc toujours à petit budget. Je veux dire, aujourd'hui, oui, pour des clients, on est à 2 000 € par semaine, 3 000. Mais en fait, au début, tu commences avec une campagne, je sais pas, tu fais 3 campagnes à 5 € par jour. Enfin, tu peux démarrer très tranquillement. Et en fait, tu regardes. Donc, par exemple, un tunnel que je fais avec mes clients qui fonctionne très bien, qui est très simple, c'est tu fais une publicité sur Facebook où tu apportes de la valeur, tu expliques ce que tu fais et tu invites les gens à venir à un webinaire que tu vas organiser le jeudi soir. Donc ça, c'est une méthode qui a été notamment popularisée par Russell Brunson. Ça marche très bien. Donc, tu invites les gens, tu leur proposes un peu la valeur, tu leur expliques ce que tu vas leur expliquer dans le webinaire. Les gens s'inscrivent sur le squeeze page. Le jeudi soir, ils ont accès au webinaire. Durant le webinaire, tu fais une présentation, tu proposes ton offre à la fin et tu encaisses les ventes. Et donc, tu fais ça chaque semaine. Et en fait, ce que tu regardes, c'est combien j'ai dépensé, combien j'ai récupéré de prospects et combien j'ai fait de ventes, quoi. Mais t'as pas du coup un coût par prospect que tu vises et t'as pas un taux de conversion sur le webinaire que tu vises? Si, bien sûr. Si, bien sûr. Alors, comme je te dis, ce qui m'intéresse du coup, c'est de voir combien on a mis, combien on a récupéré. Globalement, là, avec mes clients, on est autour au niveau des retours sur investissement, tu vois, je regarde un peu les chiffres en même temps, on est sur des très très gros retours sur investissement, on est sur du 9-10. Donc ça me prouve qu'on a encore de la marge, on peut encore augmenter un peu les budgets. Et tu vois, on va faire quelque chose comme, on va payer des prospects, par exemple 3 € et on va faire 33 € de chiffre d'affaires en moyenne par prospect. Donc forcément, quand tu vois ce genre de chiffre, tu dis ah oui, ça vaut le coup d'augmenter les pubs et de continuer de faire ça, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais? Dis-moi, tu vois, je réfléchis à la personne qui écoute ça et qui se dit tiens, ok, moi ça m'intéresse. Quand les gens veulent améliorer comme ça un tunnel de vente et en fait gagner cet alignement entre la pub à l'origine, le tunnel de vente, le produit, l'offre, la proposition de valeur, etc. Quelle est l'erreur principale que tu vois que les gens font ou la chose que les gens devraient regarder, tu vois, s'ils veulent implémenter quelque chose de ce style-là? Je pense que alors l'erreur principale que je vois, c'est donc comme je t'ai dit, des gens qui balancent de la pub, mais ils traquent rien et ils savent pas. Alors déjà, des fois c'est un peu compliqué. C'est aussi pour ça, tu vois, que je me suis lancé, c'est que parfois quand tu es infopreneur, tu as déjà tellement de choses à gérer que si tu te lances sur la publicité Facebook, enfin tu vois, c'est tout un monstre à comprendre et à gérer. C'est pour ça que je propose mes services aussi, c'est parce que souvent les personnes réalisent que c'est quand même un levier puissant d'acquisition de trafic qui te permet de grossir, tu vois. Donc évidemment, moi je travaille avec des gens qui ont un bon produit, hein. À la base, il faut quand même apporter vraiment de la valeur. Donc voilà, j'ai quand même tendance à dire attention, méfiez-vous. Si vous lancez sur Facebook, prenez le temps il faut que vos autres systèmes soient bien en place, hein, parce que si tu veux faire 30 000 choses à la fois, ça marche pas forcément. Et ensuite, l'erreur principale, donc première erreur, c'est d'envoyer du trafic sans avoir de système de conversion. Donc du coup, tu dépenses de l'argent, tu t'en gagnes pas, tu vas pas faire ça très longtemps. Donc il faut quand même avoir un système de conversion. Et deuxième erreur, c'est d'utiliser des systèmes un peu bizarres, du genre, je vois des mecs qui font des pubs Facebook, ils envoient directement sur la page de vente. Alors,
ça peut fonctionner, mais enfin, tu vois, les systèmes qui fonctionnent avec des systèmes comme ça où tu envoies directement sur des pages de vente, c'est genre les VSL, tu vois, hyper agressives et tout. Nous, on n'est pas vraiment du tout sur un système comme ça. Donc, moi, j'invite les gens quand même à récupérer plutôt un email ou un ManyChat ou quelque chose comme ça, donc un contact. Et puis, inviter. Voilà, moi, je pense que ce tunnel de vente, c'est un très bon tunnel de vente pour démarrer. Parce qu'après, il y a d'autres tunnels de vente. Tu peux faire du free plus shipping, tu peux faire. Enfin, tu as pas mal de tunnels de vente qui permettent de rentabiliser tes coûts publicitaires. Mais je trouve que ce tunnel de vente-là, avec tout simplement inviter les gens à venir voir un webinaire, faire ton webinaire qui est bien construit, où tu apportes de la valeur et tu leur proposes une offre à la fin, voilà, c'est un système assez simple, tu peux le tester, tu fais une petite pub Facebook à 5 euros, 5 euros par jour pendant X temps, tu vois combien de prospects tu récupères, tu fais ton webinaire, tu vois ton taux de conversion et c'est bon quoi. Donc, Le webinaire est en direct à chaque fois ou c'est un webinaire automatisé? alors, il faut le faire en direct un paquet de fois. Parce qu'en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que, notamment si tu n'as jamais vendu d'ailleurs au téléphone ou des choses comme ça, tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus dur de convaincre des gens qui te connaissent pas, quoi. Donc, il faut que ton script de vente soit très carré, il faut que tu sois confiant dans ce que tu dis, il faut que ça soit, tu vois. Donc, c'est important. Moi, je passe énormément de temps là-dessus avec mes clients, hein, plus que limite sur la pub, c'est travailler le message, travailler voilà, se dire, OK, quelle est notre offre, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est génial, et comme ça, on obtient des bons taux de conversion. Du coup, concrètement, comment est-ce que tu fais pour incorporer les retours dans le webinaire? C'est lié aux questions que les gens posent dans le chat? Comment est-ce que tu estimes ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ou si tu vas le faire plusieurs fois d'affilée? En fait, quand tu le fais plusieurs fois d'affilée, tu vois rapidement. En fait, le truc, c'est que la vente, c'est assez simple, hein. Les gens, s'ils n'achètent pas ton produit, c'est parce qu'il y a une objection. Il y a une objection, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour eux. Et en fait, si tu n'as pas répondu à cette objection-là, ils ne vont pas acheter. Et ils ne vont pas forcément te le dire. C'est ça la difficulté. Donc, d'où l'importance déjà de leur poser, de leur envoyer par exemple un email. On a ce genre de séquence avec des clients où on envoie un email en disant voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu? Où est-ce que vous pensez qu'on peut s'améliorer? Et puis, c'est à ce moment-là que les gens te disent ah ouais, moi ça m'a plu, mais en fait, moi je suis bûcheron et je pense que je savais pas que ça pouvait marcher pour les bûcherons, tu vois. Et tu dis, si, ça marche pour les bûcherons. Donc, du coup, tu refais ton webinaire et tu dis, voilà, si vous êtes bûcheron, ça va marcher aussi. Donc, tu travailles aussi ton webinaire en fonction des retours. Donc, ouais, c'est hyper important d'avoir des retours. Puis, tu le vois aussi un petit peu dans le chat, évidemment, si les gens sont excités, en fonction des retours qu'on te fait, tu peux voir un petit peu les points à améliorer. Et c'est pour ça que c'est important. Je sais que les gens se disent, putain, faire le même webinaire 18 fois d'affilée, ça doit être chiant. En fait, non, parce que tu l'améliores à chaque fois. Le but, c'est vraiment de s'améliorer à chaque fois et tu l'as pas bon du premier coup. C'est pour ça que je pense que faire une vidéo de vente comme ça avec juste un script et se dire, allez, je balance ma vidéo de vente, il y a de fortes chances que ça marche pas parce que justement, t'as pas ce retour en direct que tu as avec le webinaire qui te permet justement d'affiner ton message. Tu estimerais qu'en général, ça prend combien de runs sur le webinaire pour vraiment commencer à comprendre ce que tu fais? Pour moi, si tu es un acharné, si tu as vraiment faim et que tu veux taper des millions, pour moi, il faut le faire, limite, il faudrait le faire pendant 1 an non-stop toutes les semaines. Tu vois. Après, c'est vraiment, je sais que c'est vraiment pour des gens qui ont faim. Après, je pense que déjà, quand tu l'as fait une vingtaine de fois, tu es déjà. C'est bête, mais c'est comme toute compétence, c'est comme vendre au téléphone. La première fois que tu vends au téléphone, moi, la première fois que je vendais au téléphone, j'ai fait n'importe quoi, j'ai paniqué, j'étais pas sûr de mon offre, etc. Puis plus tu le fais et plus tu prends confiance. Donc, voilà, c'est la pratique, le pratiquer. Et je crois qu'une erreur aussi que je vois beaucoup en infoprenariat, c'est de proposer plein de produits différents, de sans arrêt. Voilà. Et le problème, c'est que quand tu proposes plein de produits différents, du coup, les gens ne savent pas vraiment et toi-même, tu n'es pas vraiment confiant dans ta vente. Donc, moi, j'invite plutôt les infopreneurs justement à se concentrer sur un produit. Et si tu as bien choisi ton produit, tu as bien choisi ta niche, que ton produit résout vraiment un problème, qu'il apporte de la valeur, il n'y a pas de raison qu'avec de la publicité, ce produit-là, tu ne puisses pas atteindre 1 million d'euros de vente au minimum. Tu vois. Moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui, si tu as ton produit, tu t'arrêtes pas et tu le travailles jusqu'à que tu aies fait 1 million d'euros de vente. Tu t'arrêtes pas avant. Comment est-ce que tu as appris, toi, cette méthodologie des webinaires, vu que j'imagine que tu ne l'utilisais pas en dropshipping? À quel moment est-ce que tu t'es penché là-dessus à ce point-là? Alors, tu sais, j'ai quand même continué. J'étais quand même toujours un petit peu dans les milieux d'infoprenariat. Je suivais un petit peu. Je fais pas mal de mastermind. Je suis pas mal de mecs aux US. Et notamment, le webinaire, c'était beaucoup inspiré par Russell Brunson, donc, qui est le fondateur de ClickFunnels. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Expert Secret, qui est excellent, où justement, dedans, il explique vraiment cette méthodologie des webinaires. Donc, si vous êtes curieux, vous voulez en savoir plus, vous voulez voir un peu comment ça se construit, je conseille d'aller voir ce qu'il fait. Après, je pense que c'est toujours bien, quand vous l'avez fait une fois, de demander le conseil à quelqu'un qui se connaît un petit peu en marketing pour revoir votre tunnel de vente. Parce que souvent, quand on le fait soi-même, on ne se rend même pas compte que c'est pas très clair, en fait. Donc, c'est important. Moi, c'est là-dessus où j'aide beaucoup mes clients aussi, c'est de leur faire un retour extérieur, un retour avec de l'expérience en disant, attends, là, ce que tu racontes, moi, tu me perds.
Et je les aide vraiment à simplifier leur message, parce que tu sais, c'est le syndrome de l'expert. Quand tu as bouffé ta thématique pendant trop longtemps, bah, tu commences à raconter des trucs. Et moi, je leur dis, attendez les gars, simplifiez. Imaginez, je joue vraiment le débutant, j'y connais rien. Explique-moi comment ça marche de A à Z ta méthode. Et, euh, et du coup, c'est là-dessus qu'il faut bosser aussi. Voilà. Mais vraiment, Expert Secret, excellent bouquin. Et là-dessus, il explique bien justement cette stratégie de se concentrer sur un seul produit, de faire 1 million avec avant de travailler sur d'autres produits et de faire des webinaires toutes les semaines avec acquisition de trafic. Ok. Et c'est quoi la suite pour toi? Parce que le problème quand tu fais du service, un des problèmes que les gens vont beaucoup citer, c'est qu'au départ, bah, c'est bien parce que tu peux bien être payé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les clients que tu as, il te reste encore du temps? Tu prends d'autres clients? Tu cherches d'autres clients? Ou comment est-ce que tu développes ça plus en avant? Ouais, alors tu vois, c'est marrant parce que c'est aussi une réflexion que je me faisais, mais en fait, j'ai vraiment dans ma tête l'évolution, c'est-à-dire je la vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que quand tu démarres, tu fais ce qu'on appelle du done for you, donc tu fais les choses pour la personne. C'est-à-dire que vraiment, si par exemple du done for you, ce serait typiquement je fais toutes tes pubs Facebook, je gère tout pour toi. Toi, tu n'as rien besoin de faire. Ensuite, tu fais du done with you, ou tu commences par done with you, ça dépend, mais c'est les deux premiers trucs, en disant, ben voilà, la personne, moi c'est ce que je fais à l'heure actuelle, la personne en fait un peu, c'est-à-dire qu'elle travaille avec moi, on travaille ensemble et on crée quelque chose, c'est-à-dire que je fais un peu du travail, elle fait un peu du travail. Ensuite, tu passes sur du coaching. Donc là, le coaching, la différence, c'est qu'en fait, tu dis aux gens ce qu'il faut faire, mais toi, tu le fais pas. Donc ça, c'est le coaching 101. Donc voilà. Ensuite, tu passes sur du coaching de groupe. Donc tu prends plusieurs personnes en même temps, ça peut être des masterminds, mais ça peut être simplement prendre des personnes sur Skype et tu les coaches. Et enfin, pour moi, tu fais la formation. Tu vois. Donc moi, je vois vraiment cette progression-là et j'ai vraiment envie de faire cette progression-là parce que, comme tu dis, quand tu fais du service, par contre, tu atteins. Alors, ce qui est bien, c'est comme tu dis, tu encaisses très rapidement de l'argent. Ça te permet d'être vraiment au contact de tes clients, donc de développer un super produit. Par contre, oui, le défaut, c'est que ça te bouffe quand même pas mal de temps et au bout d'un moment, tu as envie d'automatiser tout ça. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté évolution. Donc je sais qu'il y en a qui évoluent tout ça en faisant des agences et tout, mais le problème des agences, c'est que tu dois recruter énormément de personnel et des choses comme ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me donne envie. Donc, ce que je fais, c'est que là, je vais prendre encore 4 personnes. Là, j'ai 2 clients sur cette offre-là. Je vais aller jusqu'à 4 clients sur cette offre-là. Et ensuite, ce que je vais faire, donc je vais quand même bien créer les process. Et ensuite, je vais partir sur du coaching de groupe et ensuite des formations. Donc, tu vois, je vois vraiment l'évolution comme ça. C'est quoi la timeline au total pour dérouler ce plan-là jusqu'à la formation? Je pense qu'il faut bien, tu vois, je pense qu'il va bien me falloir, je vais bien rester 1 an sur chaque passage. Alors après, ça dépendra comment je m'y plais, etc. Parce que il faut aussi pouvoir faire la transition de manière, de manière douce. Mais du coup, je vais bien pendant faire, là, voilà, ça fait seulement 4 mois que je fais cette activité, donc je vais encore la continuer pendant, voilà, 1 an. Et une fois que, voilà, et je me concentre aujourd'hui vraiment sur de la satisfaction client, donc maximum de satisfaction client, je veux que tous mes clients soient ravis et se disent putain, c'est génial ce que fait Roman. Et une fois que justement, t'as plein de contacts parce que justement, il y a plein de personnes qui disent ouais, quand même, il m'a vraiment aidé, il m'a vraiment aidé à booster mon business, à faire x10. C'est à ce moment-là que du coup, tu passes, que je pense que je dirais, voilà, là, c'est plus possible. J'ai plus le temps pour faire du service, donc du coup, je fais du coaching. Et le coaching, du coup, c'est moins sexy parce que la personne se dit ah, je vais devoir quand même bosser. Mais en fait, vu qu'il y a aussi plus de gens qui veulent bosser avec toi, et ça te permet aussi de travailler avec des gens qui ont moins de budget parce qu'évidemment, le coaching ne sera pas le même prix que le consulting. Ok. Moi, il y a une interrogation que j'ai sur cette idée de passer d'un business à un autre. Tu vois, c'est un peu l'idée que j'ai l'impression d'avoir un peu cramé mon premier business en l'abandonnant et en passant à autre chose, même s'il a continué à tourner pendant 2-3 ans. Au bout d'un moment, j'avais plus envie d'y revenir et donc du coup, tu vois, je me sentais trop émotionnellement détaché du truc pour avoir envie de revenir en arrière. Et je me suis toujours dit s'il n'y avait pas un côté, tu vois, et aujourd'hui parfois je fantasme de dire je vais faire un truc totalement différent, tu vois. Je vais lancer un autre business à côté qui n'aura rien à voir. Et notamment pour moi, une des pressions que j'ai dans Marketing Mania, c'est que je suis quand même très mis en avant. Et donc, le fantasme, tu vois, le contre-pied de ça, c'est de dire je vais lancer un business qui sera entièrement de la technique ou un truc totalement anonyme où tu vois, les gens ils s'en foutent de qui est derrière, mais c'est juste un truc où tu cliques et tu as un résultat, tu vois. Et je me retiens de ça parce que je sais que c'est vraiment une mauvaise idée d'essayer de faire plusieurs choses à la fois, mais il y a cette petite pulsion, tu vois, de dire l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Et je savais que c'est beaucoup mieux pour moi de faire Marketing Mania que de faire ce business hypothétique, mais il y a cette petite pulsion. Presque, tu vois, voilà, l'herbe est plus verte de l'autre côté. Je pense que c'est vraiment la meilleure manière de l'expliquer.
Est-ce que c'est un truc que toi, tu as ressenti au moment où t'es passé de l'info au dropshipping, du dropshipping au consulting? Et est-ce que tu te dis, putain, j'espère que dans 5 ans, je vais pas refaire la même chose et rebondir? Ou est-ce que c'est un truc avec lequel tu es confortable, tu es à l'aise? En fait, tu sais, c'est marrant ce que tu dis, l'herbe est plus verte ailleurs. En effet, je pense que c'est, comme tu dis, c'est un truc humain qu'on a tous. Quand tu es en couple, tu te dis putain, c'était pas mal quand j'étais célib. Quand tu es célib, tu te dis putain, j'aimerais bien me caser. Quand tu as un business qui fonctionne, tu te dis putain, c'était bien à l'époque où bah, mon business, c'est fou, les gens ne comprennent pas. Mais en fait, quand tu as un business qui fonctionne, des fois, tu te dis putain, c'était pas mal quand mon business il fonctionnait pas parce que j'avais un peu plus de temps libre. Enfin, tu fantasmes toujours sur deux, trois trucs. Après, c'est vrai que si tu te poses et que tu réfléchis honnêtement, parce que c'est toujours pareil, dans notre cerveau, on a tendance à, tu vois, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi je sais que par exemple, quand je pense à certaines vacances, tu sais, des souvenirs dans ma tête, c'était incroyable. Et dans la réalité, c'était pas si ouf que ça en fait quand tu le vivais sur le moment. Donc je pense qu'il faut, en effet, faut prendre conscience que voilà, on a des fantasmes dans notre tête et que c'est pas réel. Euh, et ensuite, j'ai toujours été un petit peu justement c'est très compliqué parce que j'ai quand même été quelqu'un qui est hyper focus justement j'ai du mal à la preuve avec tu vois là mon dropship je l'ai limite laissé à l'abandon quand j'ai lancé le consulting parce que je suis quelqu'un qui adore se mettre à fond dans quelque chose quoi j'ai du mal à donc pour moi je travaille à fond sur mon business à fond puis quand je sens que j'atteins une limite que je peux pas aller plus loin je switch mais c'est vrai que quand tu lances un business sur un personal branding c'est un peu plus dur de switcher parce que tu as l'impression d'être attaché aux gens les gens je pense que c'est important de se rendre compte que si ça te plaît plus, moi je sais que Roman Mouvement, à un moment, j'étais limite en. Tu sais, j'ai une petite histoire à raconter qui est drôle. Je suis tombé malade en fait en Thaïlande. J'étais en voyage, je faisais un voyage en Thaïlande et j'avais à l'époque, du coup, je faisais des vidéos sur Salto Arrière et je suis tombé malade pendant 3 jours. Et, euh, et c'était super bien en fait parce que c'était horrible. Hein. C'est-à-dire, je suis tombé en malade en plein milieu de la jungle. Tu vois, le truc horrible, intoxication alimentaire. Je me retrouve dans une espèce de hospice où il y avait que des vieux Thaïlandais. C'était un peu flippant. Mais en fait, j'ai super apprécié ce moment-là. Parce qu'en fait, je pouvais pas bosser, tu vois. J'étais allongé sur un lit d'hôpital, donc je pouvais plus faire de vidéo et tout, tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte, putain, mais quelle pression je me mettais, quoi. C'est-à-dire que j'avais 100 abonnés sur YouTube et je me mettais une pression. Et je sais pas, mais souvent, quand on a un personal branding comme ça, on se dit, putain, c'est tellement lié à notre personne que tu vois, on se met énormément de pression. Et je pense qu'il faut vraiment apprendre à relâcher cette pression, à se dire, c'est cool, si j'arrête, les gens ne vont pas m'en vouloir. Je fais ce que je veux. Ce qui compte, c'est ma vie. Ce qui compte, c'est mes proches. Tout ce truc sur Internet, c'est un business. Si à un moment ça me plaît plus, ça me correspond plus. Alors évidemment, faut être sûr de soi. Je fais un switch, je passe sur autre chose et peut-être que je reviendrai sur l'autre avec plus de plaisir, tu vois. Mais je pense que voilà, ce jour-là, j'ai réalisé, je me suis dit putain, mais c'est fou. À l'époque, j'avais 100 abonnés sur YouTube et je me mettrais une pression de dingue. Et aujourd'hui, sur mon site de dropshipping, j'ai 500 clients par jour et je me mettais aucune pression. Parce qu'en fait, la pression, c'est vraiment toi qui te la mets. Donc c'est important de, je pense tu vois, de mettre un peu de distance euh, entre ces deux choses-là. Et donc du coup, je suis désolé, je sais pas si ça répond exactement à ta question. Ça répond à la manière dont tu veux répondre. Tu ne mets pas de pression sur le site de dropshipping de faire assez de thunes. Moi, je sais que j'ai. Tu sais, c'est un truc, le fameux tapis roulant, tu vois, où tu as un truc qui t'arrive et c'est génial. Et en fait, au bout de quelques semaines, tu t'habitues. C'est typiquement, c'est une nouvelle bagnole. Au début, c'est génial, tu as une nouvelle voiture. Et après, c'est juste ta voiture, tu vois. Et les gens en parlent beaucoup dans le domaine du style de vie et du fait que, voilà, tu peux, même si tu deviens riche et tu as plus d'argent, au final, au bout de quelques mois, tu vas t'habituer à ton nouveau niveau de vie. Et moi, c'est jamais un truc qui m'a trop marqué dans le côté niveau de vie parce que, personnellement, ça fait assez longtemps que j'ai tout ce que je veux et que j'ai pas, tu vois, y a rien que je voudrais acheter mais que je peux pas acheter. Donc, notamment, tu vois, j'ai pas les fringues, ça m'intéresse pas, les bagnoles, ça m'intéresse pas. Donc, au final, il n'y a pas grand chose que j'ai envie d'acheter qui coûte cher. Mais par contre, je ressens énormément ça sur le côté chiffre. C'est-à-dire que euh, en 3 mois, je peux passer de putain, 10 000 euros, ce serait vraiment cool, à putain, 10 000 euros, c'est vraiment de la merde. Tu vois, j'ai fait un mois de merde. Et vraiment très, très rapidement. Où le truc, et à un moment donné où je vois par rapport aux gens, tu vois, c'est que tu sors complètement d'un principe de réalité où les gens te disent, ah, mon objectif, c'est de gagner 3 000 euros par mois. Et tu dis, mais 3 000 euros par jour! Tu vois, et je sais pas, et moi, c'est vraiment un truc. Et du coup, je sens encore aujourd'hui la pression de dire, putain, il faut que le truc continue à grossir, grossir, grossir. Parce que ce que je fais aujourd'hui, qui était il y a 1 an un truc de ouf,
c'est devenu un truc, tu vois, quotidien et presque, entre guillemets, médiocre, tu vois. Je sais pas si tu ressens cet aspect, ouais. Et c'est totalement abstrait parce que ça se corrèle à aucune amélioration dans ma vie quotidienne. C'est entièrement un truc mental, tu vois. Psychologique. Ben en fait, je crois que Stan, ce que tu définis là, c'est qu'en fait, tu as augmenté tes standards. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on a des standards. Et à un moment, ton standard, c'était, moi je me souviens très bien, c'est que à un moment, mon standard, c'était 500 balles par mois. Et je me disais, putain, si je peux gagner 3 000 € par mois sur Internet, mais ce sera fini, mais c'est fini, j'arrête, tu vois, je suis le roi du monde, tu vois. Et aujourd'hui, 3 000 € par mois, je me dis, mais comment je vais boucler les fins de mois? Enfin, genre, je flippe, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment une question de standard. Et je pense que en effet, quand tu montes tes standards, quand tu dis par exemple, bah, tu te définis en tant que voilà, je m'appelle Stan et je gagne 15 000 € par mois minimum, bah, du coup, tu peux pas faire moins en fait, parce que si tu fais moins, tu casses un peu ton standard. Et donc, ouais, en tant qu'être humain, je pense qu'on a beaucoup de. Tu sais, c'est un concept psychologique que tu expliques beaucoup sur ta chaîne, et je trouve ça passionnant. C'est le concept qu'on a beaucoup plus de mal à perdre quelque chose qu'on a on a beaucoup plus. Les gens ont peur de perdre. Et c'est vrai que quand tu es à X milliers d'euros par mois, tu n'as surtout pas envie de redescendre, quoi. C'est très. C'est c'est- c'est très stressant. Donc, du coup, c'est là, je pense, que vient un peu le côté. Voilà. Après, je pense qu'il faut. C'est là que c'est important de pratiquer, comme tu dis, voilà, la gratitude, se dire, ok, putain, quand même, j'ai construit un putain de business, relire les témoignages clients, voir que tu as quand même quelque chose qui est en place, qui tourne, et prendre du recul par rapport à tout ça et te dire, ah, quand même, je fais quand même quelque chose de beau, et du coup, pas être dans cette frustration complète où tu te dis toujours, il me faut plus, il me faut plus, quoi. Pour moi, c'est un truc fondamentalement malsain. Je suis très mal à l'aise avec ça. Euh, et c'est un truc que je réfléchis encore à comment gérer. Parce que pour moi, c'est le truc que je viens de te décrire, c'est un danger énorme, tu vois. Te mettre dans une situation où tu dois toujours maintenir des gros chiffres ou maintenir un gros revenu, etc. Ça peut te bloquer. Notamment parce que tu as parlé de pouvoir switcher d'un truc à un autre au fil du temps et pouvoir maintenir tes revenus. Très concrètement, il n'y a pas énormément. Enfin, j'imagine pas vraiment de situation où je pourrais switcher de marketing mania vers autre chose et faire le même chiffre que je fais aujourd'hui. Évidemment, au fil du temps, oui, je pourrais, en ayant 3 à 5 ans, tu vois. Eh ben, Stan, tu as devant toi la preuve que c'est possible. Et je sais qu'un business peut mettre plus ou moins de temps, mais en fait, ce qu'il faut, là où tu vois, il faut prendre confiance, et justement, c'est là. Tu sais, j'ai fait, en fait, ce qui m'a vraiment débloqué, j'ai bossé avec un coach et il me disait, en fait, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, en fait, en parlant avec lui, j'ai réalisé un truc, c'est que j'avais peur de manquer. Et tu vois, c'est un truc qui est pas facile à dire, mais en fait, j'avais peur de manquer. J'ai vraiment cette peur-là, cette peur de ne pas avoir assez d'argent, etc. T'as, Et, et t'as eu dans ta famille un truc quand même, parce que j'ai eu cette conversation avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a un truc familial? même pas. J'ai perdu ma maman, mais c'était, C'est pas non, c'était financier. pas, c'était pas par Ok. rapport à l'argent. Je pense que je sais pas comment dire, c'est plus que tu te mets tellement des fois, tu te mets tellement de pression. Et il m'a dit, attends, Roman. Donc, on est d'accord que tu es dans le top 1% des pays les plus riches au monde, tu es en France, ou à Malte, enfin, peu importe, tu es en Europe. Donc, enfin, je veux dire, si tu compares au reste du monde, tu gagnes déjà plus que 80% de la planète. Et dans ce top 10% des pays, tu fais partie du top 1% des salaires. Et tu es en train de me dire que tu as peur de manquer, quoi. Et, et en fait, il m'a regardé droit dans les yeux, tu vois, il m'a dit, tu manqueras jamais de rien, tu vois. Tu manqueras jamais de rien, c'est OK. Et si un jour, tu dois redescendre, tu vois, advienne ce qui adviendra, tu vois, c'est pas grave. Moi, je crois au fait que tout ce que tu apprends, tu le gardes en toi, et que c'est aussi dans les moments les plus durs, donc typiquement des moments où justement tu perds de l'argent, où tu as des doutes, où tu arrêtes ton business parce que voilà, c'est dans ces moments-là aussi où tu trouves qu'il faut savoir garder la flamme et repartir. Et je pense que, bah voilà, comme je t'ai dit, les compétences que tu développes avec un business, tu les retrouves d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je suis persuadé, Stan, que si demain, Marketing Mania, ça s'arrête, tu as envie d'arrêter, tu as envie de faire quelque chose de complètement différent par rapport aux compétences que tu as développées, par rapport à la work ethic que tu as, le fait de, voilà, de savoir bosser, très très vite tu referas les mêmes chiffres. Arriver au chiffre que je suis aujourd'hui, ça me prendrait au moins 3 ans, je pense. Après, le truc, c'est que, et là est le paradoxe, c'est que arriver à retrouver
l'argent que je dépense en réalité, ça me prendrait 3 jours. Mais Non, les mais chiffres, voilà, tu vois, c'est aussi, mais moi, c'est c'est aussi ça. un truc où moi, je suis resté radin à des niveaux de revenus qui sont improbables, tu Ouais, vois. mais tu vois, c'est là que c'est là que c'est marrant. Moi, je suis complètement différent aussi. C'est ça aussi qui a fait que dernièrement, enfin, c'est là que dernièrement, je me suis un peu plus pris en main parce que je suis pas très voiture et tout. Par contre, moi, j'adore tout ce qui est, tu vois, les business class dans les avions, les hôtels 5 étoiles. J'adore ces trucs-là. Avant, je connaissais pas. Tu vois, c'est pour ça que je me disais, 3 000 € par mois, ça va, tu vois. Et en fait, tu connais pas le monde des business class, tu connais pas le monde des hôtels 5 étoiles où les nuits sont à 250 € la nuit, où l'avion c'est 5 000 balles. Enfin, et quand tu découvres ça, tu te dis ah ouais, en fait, il va falloir que je gagne un peu plus d'argent, tu vois. Et enfin moi en tout cas moi j'ai bien non non moi j'ai bien eu cet effet mon salaire qui augmente et mon train de vie qui augmente, ouais. Parce que je suis de nature très insoucieuse et très je pense que je tiens beaucoup ça de ma mère où elle disait bah faut en profiter, tu vois, faut pas tu sais pas ce qui arrivera demain, donc voilà, c'est juste de l'argent, c'est juste des bouts de papier, profites-en. Donc bon, maintenant aujourd'hui je me dis ok, calibre un petit peu tout ça, mais quand même de côté parce que tu sais pas ce qui arrivera dans quelques temps et tu veux pouvoir, bah, voilà. Mais d'un autre côté, je suis aussi là en me disant, bon, bah, autant en profiter, autant vivre des expériences, autant faire ce qui te fait envie, quoi. Mais après, faut que t'en aies envie aussi, quoi. C'est sûr que si t'en as pas Ouais, envie. moi, tu sais, le truc que tu viens de décrire, ça m'attire pas tant que ça, tu vois. Genre, les hôtels, les trucs. J'ai pas trop de. En fait, moi, je suis le truc qui m'attire le plus et le truc qui me drive sur ce point de vue-là, c'est vraiment le temps, d'avoir le temps. Parce qu'en fait, moi, les trucs qui me font kiffer, c'est des trucs à la con, genre lire, tu vois, sur mon Kindle. Mais bon, t'as beau lire vite, tu vas avoir du mal à avoir un budget de Kindle qui dépasse quelques centaines de dollars annuels, tu vois. Donc, au final, ça dépensera beaucoup plus de temps que d'argent. Et donc, du coup, la manière dont je réfléchis pas mal aux ambitions financières, c'est le fait de te dire, putain, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où j'ai besoin de devoir retrouver un job et tout. Et pour moi, c'était une vraie réalité parce que quand j'ai commencé, j'avais un gros prêt étudiant sur le dos. Ce qui veut dire que j'avais une Ouais, marge de manœuvre qui était un peu réduite et j'avais l'idée de te dire, OK, il faut couvrir ça, tu vois. ouais. Maintenant, c'est parti, mais c'est plus une problématique. Mais ouais, non, c'est comme ça que j'ai toujours réfléchi. Mais paradoxalement, et c'est ça un truc en moi-même qui me frustre pas mal, c'est que ayant réglé ces problèmes de base et ayant pu atteindre essentiellement le style de vie optimal que j'aurais pu définir, je me retrouve quand même à me dire, OK, c'est quoi la prochaine étape, le next step, comment on grossit, comment on construit et tout, tu vois. Et Ouais, mais moi je pense que tu vois, c'est naturel. Faut pas le bloquer. C'est-à-dire que tu sais, je sais plus, c'est les mecs en dev perso, ils disent un arbre, bah, soit il grandit, soit il meurt. C'est-à-dire que le jour où il arrête de grandir, il meurt. Et donc, il y a pas vraiment de limite dans ce truc-là, je pense. Après, c'est intéressant. Ouais, je crois que tu avais parlé du bouquin Small Giant. C'est intéressant de voir aussi que tu peux avoir de la croissance qui est pas uniquement ce qui est sûr, voilà, moi ce que je suis persuadé, c'est qu'il faut continuer en tant qu'être humain et en tant qu'entreprise de toujours s'améliorer, toujours apporter plus de valeur. Par contre, la croissance, elle vient pas forcément dans une augmentation de chiffre d'affaires, elle peut venir dans une meilleure qualité de ton produit, dans des nouvelles stratégies, voilà, ça peut venir je pense, de différentes choses. mhm. Je propose qu'on passe à la dernière section de la conversation, qui sont les 3 questions rituelles que je pose à tout le monde. Yes. La première question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, niveau business ou niveau personnel? Bah, qu'est-ce qu'il aurait eu besoin d'entendre? Alors, purement niveau business, je lui dirais reviens aux bases. Reviens aux bases. Comment ça fonctionne une entreprise? Comprends comment ça fonctionne. C'est quoi? C'est des gens qui ont un problème. Tu vas chercher à résoudre leur problème. Tu vas chercher à leur apporter une solution et tu vas leur demander de l'argent en échange de la solution, mais en fait, tu vas leur demander un prix qui est moindre à ce que tu vas leur permettre d'obtenir. Ensuite, je lui dirais, bah, arrête de poster des vidéos qui te font plaisir. Enfin, euh, arrête de faire des trucs un peu à l'arrache. Essaie vraiment de te dire, OK, ces gens-là, ils sont où? Où est-ce qu'ils vivent? Et rentre en contact avec eux, que ce soit au téléphone, va les rencontrer et essaie gratuitement de leur apporter de la valeur et vois si justement ça te plaît de les aider. Et une fois que ça te plaît, construis une offre et commence à la vendre. Donc, je lui dirais vraiment, reviens aux bases plutôt que de lancer dans tout un tas de choses. Reviens vraiment à l'essentiel d'un business. C'est vraiment le service, rendre service à des gens. Euh, et fais-toi les dents, voilà, fais-toi les dents en vendant un service au téléphone pour démarrer.
parce que ça va te permettre de bien connaître tes prospects, de bien les aider au maximum. Et ensuite, tu pourras t'occuper de toute la création derrière, tous les gros trucs. Mais commence par, voilà, moi je lui dirais simplement, commence par l'essentiel. Ça, c'est plutôt niveau business. Et niveau personnel, en fait, j'ai perdu ma mère 1 an après, donc quand j'avais 21 ans. Et ça a été très, très dur pour moi. Enfin, ça a été très bizarre, tu vois, parce que je le réalise je le réalise plus maintenant. Elle avait pas mal de problèmes psychologiques et c'était très, très compliqué à gérer. Et je crois que c'est un peu tombé à une mauvaise période parce que moi, dans ma vie, justement, c'était l'envie de quitter, tu sais, le nid familial quand tu as 20 ans. Tu as envie de te barrer et tout. Et du coup, je pense que, tu sais, au niveau de tes parents, c'est toujours un peu une relation compliquée. Et là, elle allait pas bien et je regrette encore aujourd'hui de pas avoir été assez présent, tu vois. C'est-à-dire, bah, typiquement, je partais en Thaïlande pendant 3 mois, tu vois. Donc, aujourd'hui, je lui dirais, reconnecte avec tes proches et passe du temps de qualité avec eux. Arrête d'être tout le temps derrière ton PC, arrête d'être pris dans tes trucs, lâche un peu du lest et concentre-toi sur des vraies relations humaines parce que sur ton lit de mort, tu regretteras pas de ne pas avoir fait un tunnel de vente ou de ne pas avoir fait une vidéo de plus, tu regretteras de ne pas avoir passé du temps de qualité avec les gens que tu aimes. Question suivante, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Alors, je lis énormément. La dernière claque, je peux parler de la dernière claque que j'ai prise, c'est un bouquin par un Australien qui s'appelle... le titre du bouquin n'est pas si ouf que ça, même si ça s'appelle Work Less, Make More, De James Schramko. de Putain, James Schramko. Tu l'as lu ah, aussi? c'est profond ça. Bah, genre, je suis un fan de Schramko, mais Ah, depuis le tout début. Il avait un podcast, il avait plusieurs podcasts que j'adorais, que j'écoutais quand j'ai vraiment tout début. J'ai des souvenirs de l'écouter en arpentant les rues de Kuala Lumpur. J'écoutais son podcast avec Ezra Firestone. Et en fait, je suis tombé sur le bouquin il y a quelques mois sur Amazon et du coup, je l'ai acheté direct et je l'ai lu. C'est intéressant sur tout l'aspect système. Du coup, qu'est-ce que le bouquin, c'est, je t'ai un peu interrompu, non, 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 vas-y. Work Less, Make More. Qu'est-ce que t'en as tiré? Bah, en fait, ce que j'ai kiffé dans ce bouquin, donc vraiment, si vous démarrez, c'est pas forcément un bouquin qui va vous intéresser, mais si ça fait un petit moment que vous êtes là, en fait, j'ai adoré le fait qu'il. Tu sais, c'est le genre de bouquin, tu commences à lire les premières pages et tu dis putain, faut que je prenne des notes. Parce que là, il parle vraiment à moi, quoi. Et notamment, j'ai adoré son constat sur le côté que, bah voilà, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui sont en fait, qui se retrouvent des fois au bord du burn-out. Parce qu'une fois que ton activité commence à bien fonctionner, bah, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et lui, il te dit, bah, justement, c'est pas, justement, il t'invite à pas calculer combien tu gagnes, mais plutôt ton taux horaire, quoi. Donc, de prendre en compte combien de temps tu travailles pour gagner ce que tu gagnes et de chercher à justement diminuer ton temps de travail pour avoir du temps libre et justement, ça passe par des mises en place de systèmes, des choses comme ça. Et ouais, j'ai vraiment kiffé. Aujourd'hui, tu gardes beaucoup de temps libre ou tu es quand même focus sur le business? Parce que moi, c'est une question que j'ai où j'ai parfois la sensation que Schramko, il a énormément bossé. En fait, c'est un peu le syndrome Tim Ferriss, tu vois. C'est que pour pouvoir en arriver à ce point, il faut avoir quand même construit un truc. Et au départ, tu peux pas construire un truc en le déléguant. C'est beaucoup plus facile de déléguer un truc qui est déjà construit. Toi, parce que après, du coup, c'est un choix qui est personnel. Ton choix actuel, c'est quoi entre les deux? Non, mais je suis carrément d'accord avec toi. Et puis même, je me souviens, il y avait Jean Rivière, je crois, qui avait dit putain, la semaine de 4 heures. Le problème, c'est que ce que tu fais 4 heures dans une semaine, c'est des trucs, ça te fait chier, quoi. Enfin, en fait, il y a un vrai concept. La passion, pour moi, c'est quelque chose de journalier que tu continues de faire tous les jours. Et si tu le fais pas tous les jours et que tu le délègues comme un malade mental, tu vois, donc je pense qu'il y a vraiment il y a une zone pour moi, tu vois, par exemple, pour moi, j'ai besoin de travailler 4-5 heures par jour, tu vois. Si je travaille pas 4-5 heures par jour, je me fais chier, quoi. Enfin, tu vois, mais c'est important aussi, donc, de travailler et d'avoir, pour moi, du temps libre. Mais c'est sûr que moi, pour moi, la semaine de 4 heures, même si quand tu démarres, ça te fait rêver, tu te rends vite compte qu'en fait, c'est pas une vie. Parce que, tu sais, moi, j'ai un test très simple. C'est le lundi matin. C'est une question que vous pouvez vous poser. C'est est-ce que le lundi matin, c'est le meilleur jour de la semaine? Si le lundi matin, c'est le meilleur jour de la semaine, c'est-à-dire que c'est dans le bon, vous faites la bonne chose. Si lundi matin, c'est oh putain, faut que je redémarre le taf, etc. Là, c'est compliqué. Et moi, donc moi, c'est vraiment ça. Je me dis, aujourd'hui, plus que l'argent, parce que comme tu dis, moi aussi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que niveau argent, ça va, tu vois, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est plus, est-ce que je fais un taf qui m'accomplit, est-ce que je kiffe ce que je fais, et tant que ça continue, bah du coup, j'ai envie d'y passer du temps dessus. Donc après, je m'organise pour avoir des barrières, et notamment là, ce que je suis en train de, c'est vachement bien d'avoir une copine, parce qu'en fait, elle te dit, bah arrête de bosser autant, tu vois, donc elle te force à mettre un peu des barrières.
Et donc, moi, mes barrières, par exemple, ça va être typiquement, j'arrête de bosser donc à 17h. Souvent, je vais me lever à 7h. Je vais faire du sport le matin. Ensuite, je vais bosser jusqu'à 17h. 17h, je vais vraiment couper. Je vais profiter socialement. Et ce que je fais, c'est que le samedi et le dimanche, je vais couper. Avant, en tant qu'entrepreneur, je prenais 0 jour de repos, quoi. Ça n'existait pas, tu vois. Maintenant, je coupe vraiment. Et le samedi, on va faire plutôt des activités, tu vois. On va vraiment bouger, faire une nouvelle activité un peu originale. Donc, je sais pas, on va aller faire du surf, on va aller marcher, on va faire une rando, on va faire un truc sympa. Et le dimanche, ça va vraiment être le jour gros chill, quoi. C'est-à-dire, on va se réveiller, on va faire une grasse mat, on va prendre un petit déjeuner, on va regarder des séries. Enfin, tu vois, c'est important aussi pour moi d'avoir des moments complètement détente, jouer un peu aux jeux vidéo, enfin voilà, voilà. Et donc le dimanche, c'est purement gros repos. Voilà, moi, c'est mon organisation qui me plaît bien en ce moment, qui fonctionne très bien pour moi. Le samedi, c'est repos, mais un peu plus dynamique. Et le reste de la semaine, c'est une journée de travail Ouais. classique. J'ai aussi, je suis passé de 7 jours à 6 jours, à 5 jours, à 6 jours. Et du coup, je me pose vraiment la question en fait, j'ai l'impression que, en tout cas pour moi, parce que notamment moi, à mesure que mon business grossit, que je délègue pas mal de tâches, les seules tâches qui, moi, me restent sont des tâches créatives. Et du coup, il y a quand même une limite. Tu vois, tu peux pas non plus passer 8 heures par jour à écrire, ça a pas de sens et ça fonctionne pas. Mais dès que j'ai du temps où j'ai pas de travail, j'invente du travail dans mes heures parce que je me sens. Tu vois, j'ai quand même un système qui me permet de travailler, qui est aussi un système de culpabilité, de me dire putain, il faudrait que je bosse, tu vois. Même si j'ai pas vraiment besoin de bosser, même si tout est sur les rails et tout, c'est assez intéressant. Et donc, du coup, je suis repassé à bosser le samedi, alors que je me dis, mais c'était, tu vois, c'est pas indispensable, c'est juste que je savais pas trop quoi faire de ce temps. Et j'ai l'impression qu'un seul jour par semaine, c'est suffisant au niveau repos, tu vois. Après, c'est qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie en Ouais, dehors du boulot. c'est ça, c'est vraiment, je pense qu'il faut avoir des objectifs aussi en dehors du boulot. Et Ouais. moi, je t'avoue que j'ai des objectifs sur le long terme. Notamment, il y a une de mes passions, c'est tout ce qui est théâtre. J'adore passer sur scène. Et je suis beaucoup inspiré par des mecs comme Schwarzenegger, tu vois, qui ont eu plusieurs vies dans une seule vie. Le mec avait gagné de l'argent en IMO, puis ensuite il est devenu bodybuilder, puis ensuite acteur, puis ensuite dans la politique, tu vois. Et bah, moi, je commence à m'entraîner, tu vois, à switcher comme ça. Et justement, je me dis que dans pas longtemps, voilà, t'étonnes pas si je disparais du net et que je me mets à passer des castings et à faire tu vois, parce que je me dis, voilà, c'est ça la vie aussi, c'est que tu changes de truc, tu progresses tout le temps. Et c'est important, en effet, pour moi, c'est important d'avoir des loisirs en dehors du taf et de continuer de t'intéresser à plein de domaines, surtout qu'il y a plein de domaines passionnants, plein de choses qu'on connaît pas. Et, donc, ouais, après, sur les 2 jours de repos, je t'avoue que même moi, le samedi, c'est pas toujours facile. Il y a toujours un peu. Ouais. Donc, voilà, faut prendre des rendez-vous, faut organiser des trucs, faut le dire à ta chérie. Tu dis, voilà, ce samedi, on va faire ça. Voilà, et il faut t'engager parce que si tu t'engages pas et que tu t'organises pas bien, bah ça marchera pas, quoi. Et là-dessus, un truc moi qui m'a beaucoup aidé, c'est justement aussi de planifier, quoi, d'avoir plus de planification, c'est-à-dire que le soir avant de te coucher, tu dis qu'est-ce que je vais faire demain. Alors, tu vois, c'est une habitude toute bête, mais putain, qu'est-ce que ça fait la différence. Je vais me lever à cette heure-là, je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, parce que le soir quand tu te dis je vais le faire, t'es bien, tu vois. Et le lendemain matin, t'es moins motivé maintenant, il n'y a plus aucun matin où je me lève et je sais pas quoi faire, parce que le problème c'est que quand tu te lèves et que tu sais pas quoi faire, bah tu te retrouves vite à aller sur Facebook, Instagram, à rien faire en fait et à perdre ton temps. Donc moi le conseil, ouais, organiser, toujours préparer, aujourd'hui, hier. La dernière question, c'est est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Je crois que je vais battre le record, Stan. Je suis désolé, je suis vraiment une pipelette parce que normalement c'est que 3 questions. J'ai le souvenir que ça dure pas très longtemps. Et là ça dure Ça bien dépend. longtemps. Ouais, ça dépend. Une citation qui me revient souvent à l'esprit, je l'ai notée. On n'est pas la version la plus haute de nous-mêmes qu'on peut imaginer, on est la version la plus basse qu'on peut accepter. Ça sonnait mieux en anglais. Mais tout ça pour dire que si vous avez des objectifs, vous avez des rêves, vous devez absolument les transformer en standard. Il faut que ça soit un standard. C'est un de mes mentors qui disait ça. Et c'est-à-dire que en fait, les rêves que tu as dans ta tête, ça sera jamais la réalité si pour toi c'est pas un standard, c'est-à-dire que c'est pas un minimum que tu peux. Voilà. Et donc du coup, pour que ça devienne un standard, parce que la personne que tu es à l'heure actuelle, c'est pas un standard pour elle de faire, je sais pas, par exemple, 1 million d'euros par mois. Du coup, si ton objectif c'est de faire 1 million d'euros par mois, il faut que ça devienne un standard. Et donc il faut que tu évolues vers une personne qui, justement, pour qui ça sera son standard, tu vois. Donc la question, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce que je veux. Alors, c'est bien de se dire qu'est-ce que je veux obtenir.
qu'est-ce que je veux accomplir, mais la question c'est qui je dois être pour accomplir ce truc-là, tu vois. Et quand tu comprends ça, tu dis ok, il faut que je change ma personnalité, il faut que je devienne une nouvelle personne. Et, et c'est là que le travail démarre avec tout ce qui est affirmation, tout ce qui est mindset. Tu fais des affirmations, toi, ça te parle? Ça m'a toujours semblé un peu trop ésotérique pour mon goût. Ouais, bah tu sais, je pense que c'est toujours pareil. Moi aussi, j'ai toujours été un petit peu. Moi, j'ai une tendance un petit peu. J'essaie d'être naïf en fait, parce que je me dis en étant trop. Oula, c'est quoi ces trucs un peu bizarres je pense que tu passes à côté des. Non mais, tu vois ce que je veux dire? On est Ouais, très. je pense que c'est bien. Toi et moi, on est très analytics, très. C'est quoi les études scientifiques, machin, tu vois. Le problème, c'est qu'on ferme des portes aussi à des expériences, tu vois. Et donc, du coup, maintenant, quand je vois quelqu'un d'un peu givré, plutôt que de me dire, ah, il est juste givré, il écoute pas, je vais dire, ah ouais, tiens, c'est intéressant, et je vais essayer vraiment de faire le test sur moi-même pour voir ce qui se passe, tu vois. Donc, bon, tout ne fonctionne pas, mais je Donc trouve tu que l'as testé? les affirmations, ouais, j'ai un espèce de bouquin que j'ouvre tous les matins, et tu sais, j'ai un peu, voilà, c'est un peu à la Tony Robbins, j'ai un vision board avec les trucs qui me plaisent. Je fais ça depuis pas très longtemps, mais je trouve que c'est vraiment bien. Où est-ce que je veux aller et tout, parce que en fait, moi, un truc qui me manquait énormément, c'était le manque de vision, tu vois. C'est-à-dire que, et on est tous comme ça, tu vois, on mène un peu sa barque et on sait pas vraiment où on va. Et tu sais, j'entendais les coachs de dev perso qui disaient, faut avoir une vision, mais je le faisais pas, tu vois. Et là, le fait de m'être posé, de me dire, ok, bah, qu'est-ce que tu veux, de le noter sur un Google Doc et tous les matins, relire le Google Doc et y aller, bah, du coup, voilà, ça me booste vraiment tous les matins. Et du coup, je glisse aussi dedans, à la fin, quelques affirmations. Donc, je fais pas mal de trucs, je fais, notamment, tu sais, j'ai pas mal regardé des TED Talks et dans les TED Talks, ils expliquent des trucs tout simples. Par exemple, faire des positions de pouvoir. Tu sais, c'est-à-dire avant un entretien ou avant de démarrer une journée, tu mets tes deux mains sur tes hanches et tu te tiens droit, tu vois. Ou tu lèves tes bras en l'air, tu vois. Et c'est des trucs bêtes, mais ça te permet vraiment de démarrer sur une autre énergie, quoi. Et tu sais que ça a été. C'est le problème, c'est le problème aussi que j'ai avec Take, c'est ce truc-là des PowerPoint, des PowerPose. C'est totalement fake en fait. Ah ouais? Ah C'est merde. quoi? Ah ben, C'est une super histoire, mais c'est totalement. Alors, en gros, ils ont fait des études et ça a pas du tout répliqué, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, d'accord. Bon. que parfois le côté un peu Après, cynique est malheureusement confirmé par des trucs. bon. Voilà, c'est pas pour taper Ah, particulièrement sur cette idée-là, tu vois, mais c'est que. ouais. Non, mais t'as raison. Je pense qu'il faut, après, faut savoir regarder un petit peu, etc. Moi, alors, après, c'est peut-être l'effet placebo, tu vois. Mais moi, je sais que Ouais, faire des pauses, tu vois, ouais. c'est vrai que non, c'est vrai que ça me booste. Et c'est vrai Bah, que, bah, quand t'as c'est avachi sur possible. ton PC, Après, tu c'est perds en clair que énergie, l'effet tu vois. placebo, ça marche, hein. Euh, les gens croient que l'effet Voilà. placebo, ça veut dire que ça marche pas. En fait, l'effet placebo, c'est dire que ça marche. Et ça marche tellement bien que quand tu testes un vrai médicament, tu es obligé de donner aux gens un faux médicament pour voir si le faux médicament, il est pas tout aussi efficace. Parce que le faux médicament est efficace et guérit les gens, ce qui est assez fou. Ah, mais en fait, c'est le pouvoir du mental. Et Ouais. je crois qu'il faut pas. En fait, c'est pareil. Si tu fais de la méditation, tu vois, il faut pas te dire, bon, les résultats, ils sont où, tu vois. Il faut le faire Ouais. à fond et tu vois un petit peu comment ça se passe pour toi et tout. Mais, euh, mais ouais, bref, voilà. Je fais quelques power poses, je fais quelques travails au niveau de la voix et je sens que bah, ça me permet de rentrer d'attaquer la journée avec une bonne état Je veux d'esprit. dire, parce que j'ai été sceptique sur cette idée des affirmations, donc je voudrais donner deux trucs pour nuancer. Le premier, c'est, je sais pas si tu as entendu parler d'un mec qui s'appelle Scott Adams. Euh, le nom me dit quelque chose, mais C'est, il est assez connu parce il a pas mal commenté l'élection de Trump. Il avait des idées intéressantes là-dessus, mais à l'origine, c'est un cartooniste, il est dessinateur d'un strip de BD américain qui s'appelle Dilbert, qui est un petit mec qui est dans un bureau, etc. Et il a écrit un livre qui s'appelle How to Win Big. Le livre, ça s'appelle pas ça. Le livre, c'est How to Fail at Everything and Still Win Big, ou un truc comme ça. Et en gros, il raconte un peu comment est-ce il a construit cet empire, en fait, qui est un empire construit sur cette BD. Et il explique que les affirmations, pour lui, c'était un truc vital, tu vois. Et qu'il répétait, il était dans son bureau, il répétait des affirmations pendant qu'il allait aux toilettes en se regardant dans le miroir. Et du coup, ça m'a pas mal ouvert les yeux parce que c'est un gars qui est par ailleurs très intelligent, et relativement scientifique et qui parlait de ça. Le deuxième point, et ça c'est un truc, c'est une expérience que j'ai eu récemment. Récemment, je suis rentré en France et
j'étais chez ma mère et je cherchais un truc dans mes cartons. Alors, je sais pas ce que je cherchais, mais du coup, en cherchant dans mes cartons, je suis tombé sur un vieux carnet. Et moi, j'ai toujours eu des carnets, j'écris un petit peu mes pensées, tu vois, un peu un espèce de journal, j'écris les trucs et je les regarde plus trop après. Mais là, du coup, je suis retombé sur un vieux truc et je me suis dit, putain, je vais voir ce que je racontais, tu vois, en 2011, 2012. Et je suis tombé sur un truc de 2013, donc presque exactement il y a 5 ans par rapport au moment où je regardais le truc. Et un jour, j'avais décidé d'écrire voilà où j'en serais dans 5 ans, essayer de prédire un petit peu. Je pense que c'était un jour où je me sentais le besoin de me projeter dans le futur. Et les prédictions que j'avais faites pour dans 5 ans étaient incroyablement précises. Et alors que pourtant, j'avais totalement oublié d'avoir fait ça, tu vois. Donc, c'est pas genre, je me l'étais répété tous les jours, etc. Et franchement, si tu m'avais demandé, je me serais dit, non, mais il y a 5 ans, j'étais dans les choux, j'imaginais n'importe quoi, tu vois, j'avais pas d'idée et tout. Et vraiment, j'étais impressionné, notamment sur des trucs de ma vie perso, tu vois. En gros, ça disait, ouais, dans 5 ans, j'aurais envie de me poser, trouver une ville là où habiter, commencer à penser à avoir des enfants et tout. Et si tu m'avais demandé, je me suis dit, non, mais en 2013, j'étais un gogo, tu vois, je pensais pas du tout à ça. Et en fait, si. Et j'avais prédit j'avais prédit où j'en serais en termes financiers, ce qui me semblait presque improbable et tout. Enfin, c'était assez impressionnant de voir que ces trucs-là, tu vois. Donc voilà. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un truc où je me suis auto-conditionné? Est-ce que c'est l'inconscient qui te guide? C'est intéressant. C'est intéressant. Je pense que tout commence en fait dans ta tête. En fait, la réalité, elle est. Quand tu réfléchis un peu, tu te rends compte, notamment quand tu regardes tu sais, tout ce qui est sciences quantiques, etc. Les gens te disent, tu sais, c'est le fameux l'arbre tombe dans une forêt. Est-ce qu'il est vraiment tombé si tu n'étais pas là pour le voir? Et tu réalises que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on prend, c'est notre cerveau qui interprète tout. Donc tout part du cerveau. Et je pense que quand tu te conditionnes et que tu fais des affirmations et que tu commences à y croire vraiment, ça va vraiment t'arriver, il y a un truc ouais, qu'on n'explique pas forcément, mais voilà, moi je pense que je crois un peu en ce truc-là, tu vois. Je crois qu'il y a vraiment je crois qu'il y a un monde, il y a un monde d'interaction mentale. C'est-à-dire qu'on parle, nous on est très, tu sais, je crois qu'aujourd'hui le monde dans lequel on vit, on est très physique. On touche, ça marche, là, je peux pousser les choses, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup qui se passe dans le mental. Et je crois que quand tu dis des choses et que tu y crois vraiment là-dedans, ta vie, elle prend des directions pour t'emmener là où tu as envie d'aller, quoi. On va rester open sur cette question parce que j'ai pas vraiment de mots de la fin et on peut en parler longtemps. Non, on peut en parler longtemps. Et voilà, bah, c'est après à chacun un peu de voir ce qu'ils peuvent en tirer en termes de mental et de motivation. Romain, est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver pour en apprendre plus sur ton travail? Ouais, alors bah écoute, à l'heure actuelle, du coup, je travaille. À l'heure actuelle, j'ai rien parce que du coup, je me concentre vraiment. J'ai pas beaucoup de présence. Je m'étais remis à poster un petit peu, mais là, je vais arrêter parce que faut vraiment que je me concentre sur mes clients. Mais vous pouvez me retrouver donc du coup sur Instagram, sur Facebook, Roman Payet. Je pense que plus je vais évoluer et plus je vais essayer de poster un petit peu plus. Mais après, voilà, vous allez surtout voir normalement des publicités. Si vous voyez un de vos infopreneurs en publicité, bah, c'est peut-être moi qui suis derrière. Ça marche. Merci à toi et puis à bientôt. Eh ben, merci Stan, à bientôt. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, j'ai 2 petites ressources à vous donner. La première, c'est le guide de la pub Facebook. C'est un guide qui vous apprendra les bases de la pub Facebook, notamment des méthodologies en matière de split testing. Si vous avez été intrigué par les concepts mentionnés par Roman dans l'épisode, je pense que c'est un très bon endroit où commencer pour apprendre. Le lien vers le guide de la pub Facebook, c'est guidefb.com. pour avoir le guide qui est totalement gratuit, disponible directement sur la page, sans même avoir besoin de rentrer votre adresse email. C'est guidefb.com. Deuxième chose, c'est que si vous vous intéressez à cette question de comment est-ce qu'on devient un consultant aussi bien payé, comment est-ce qu'on développe ses compétences, comment est-ce qu'on identifie les bonnes opportunités, comment est-ce qu'on identifie le bon positionnement, comment est-ce qu'on trouve les bons clients, les clients qui vont voir la valeur dans ce que vous faites, vous donner une autonomie, vous payer le prix que vous avez envie d'être payé. Tout ça, c'est des compétences. Et on a pu voir comment Roman les a développées. J'ai créé une formation qui est gratuite en vidéo que vous pouvez recevoir à l'adresse marketingmania.fr/freelance et qui est là pour vous apprendre ces compétences, pour vous expliquer comment vous allez pouvoir identifier les opportunités, comment vous allez pouvoir trouver les bons clients, comment est-ce que vous allez pouvoir convaincre un client de la valeur que vous apportez, comment est-ce que vous allez pouvoir vous créer une carrière de freelance qui soit stable,
qui vous apporte une liberté, un revenu sur lequel vous pouvez compter, des clients avec qui vous aimez travailler et essentiellement pouvoir créer un revenu qui vous permet de travailler depuis n'importe où dans le monde. Et bien sûr, si vous êtes comme moi, puisque bien sûr, moi j'ai commencé en tant que consultant sur la pub Facebook et j'ai ensuite évolué sur quelque chose de plus scalable avec la formation, Roman nous a aussi partagé l'idée que sur une échelle d'1 an, il a envie lui aussi de construire des formations derrière. C'est vraiment mon idée que commencer en tant que freelance, en tant que consultant sur un sujet, commencer avec un service, un coaching, c'est vraiment la meilleure manière de construire non seulement un revenu au départ, puisque vous avez besoin de beaucoup moins de clients pour vivre en tant que freelance ou consultant, c'est aussi la meilleure manière de comprendre ce que votre marché veut vraiment et la valeur que vous pouvez apporter et de développer et d'affiner vos compétences et votre message. Donc, c'est une super étape, quel que soit le business que vous avez en tête à la fin. Et si vous voulez apprendre toutes ces compétences, apprendre comment identifier les bonnes opportunités, comment vendre à un client, comment prouver votre valeur, comment vous faire payer ce que vous méritez, le lien, je vous le donne une dernière fois, marketingmania.fr/freelance. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.